Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, comment ça va? De retour en ce mercredi 7 mars 2018, il est 14h45 et dans un quart d'heure c'est le début de la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale et on va regarder ça et commenter ça ensemble pour essayer de rendre tout ça plus accessible et plus sympa à suivre. Bonjour à celles et à ceux qui nous rejoignent, merci à celles et à ceux qui sont restés puisqu'on était tout à l'heure ensemble en commentant ensemble la conférence de presse de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres, donc il a pu nous dire un petit peu ce qui se passait du côté du gouvernement et là on va voir ce que les journalistes, c'est plus les journalistes justement, c'est les députés, les gens qu'on a élus, ce que ces élus ont à poser comme question. C'est marrant, mon cahier il est vert, t'as vu? C'est marrant. C'est vachement rigolo. Bonjour. On se poile. Profite, hein, parce que comment ça va Sylvain à la régie? Ah, je suis en pleine forme, une grosse énergie, une grosse pêche et je bois un café dans une tasse Acropolis. Les tasses Acropolis permettent de boire du café de qualité. De qualité. Pas à en boire, en acheter, bref. Voilà, en vente sur la boutique d'Acropolis, tout ça. Ça se voit qu'on fait de la pub ou pas? Oui, c'est un peu racoleur. Ce stream est sponsorisé par Acropolis. Oui, voilà, c'est ça. Notre partenaire financier, qu'on remercie d'ailleurs. Merci Acropolis pour tout ce que tu nous offres. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Demain, Sylvain et moi, on va à Lille. Parce qu'on aime la pluie. Parce qu'on aime la pluie et on fait l'aller-retour parce qu'on va participer à un événement. Voilà. C'est tout. Ouvert au public. On s'en fout. Oui, d'ailleurs, bah tiens, on peut en parler du coup. Vas-y, parle-en, Sylvain. Ah, je sais pas. J'ai aucune information. Je sais qu'on va tenir un stand entre midi et 2, mais pour présenter les Civic Tech, il y aura plein de Civic Tech au même endroit dans le cadre d'un événement, je ne sais plus le nom. Je suis désolé, j'ai la tête en 1000 morceaux là. T'as la tête en vrac. Et ça va être bien, il y aura plein de choses, il y aura plein d'intervenants, il y aura plein de choses chouettes. Ouais. Mais et moi je vais participer à une table ronde sur les Civic Tech, tout ça. Il y aura des étudiants de l'ESJ Lille avec qui je vais faire un plateau radio. C'est pas une table ronde, c'est une émission radio. C'est une émission radio, non mais ouais. Mais la table sera de forme ronde. Alors là je trouve que tu t'engages un petit peu trop pour par rapport à la réalité du monde réel. Ok, voilà. J'arrête de parler maintenant parce que je suis fatigué. Peux-tu nous parler du prix Platform Awards de Bruxelles? Non, là tout de suite je peux pas t'en parler perso parce que j'ai pas beaucoup plus d'infos. C'est plutôt à destination des élus des grandes collectivités en gros. Ouais, je vais aller à Bruxelles parler avec des élus, voilà, des élus locaux de toute l'Europe. Bref, on s'en fout. Peu importe, on est surtout là pour parler des questions d'actualité au gouvernement. Bonjour à celles et à ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. J'en profite avant même de commencer cette émission par remercier les personnes qui l'ont préparé. Un grand merci tout particulier à Amy, ainsi qu'à Benoît, Raphaël et Andrea. Merci beaucoup Andrea, qui est une nouvelle bénévole qui est venue filer un coup de main. Suite à l'émission Inside Acropolis de la semaine dernière. Suite à l'émission Inside Acropolis de la semaine dernière. Formidable. Donc merci à toi Andrea et merci à tous ces préparateurs de l'émission QAG qui ont pas mal de boulot. Puisque dans 10 minutes, donc, on va avoir les 15 questions, puis les 15 réponses sur des sujets d'actualité à l'Assemblée nationale. Je confirme que votre café est extrêmement bon, mais tu vois Ganfroy, bien sûr qu'il est bon. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Donc voilà. Voilà, quoi vous dire? Quoi vous dire si ce n'est que l'actualité du côté du gouvernement est clairement autour de la réforme de la formation professionnelle, ça c'est la première chose importante. Annonce de Muriel Pénicaud lundi, Muriel Pénicaud qui propose un véritable Big Bang de la formation professionnelle avec des mesures qui peuvent paraître techniques mais qui sont effectivement de véritables petites révolutions dans leur domaine. La monétisation du compte personnel de formation qui fait que maintenant on comptabilisera en euros et non plus en heures, ce à quoi s'opposent les partenaires sociaux. Une réforme globale du fonctionnement, du financement de la collecte de pognon, de financement de la formation professionnelle, ça représente 32 milliards d'euros qui jusqu'aujourd'hui étaient gérés par des opérateurs co-gérés par les partenaires sociaux, ce que le gouvernement trouvait mal géré, trouvait qu'il y avait beaucoup de déperdition d'argent, donc le gouvernement, l'État en tout cas, reprend la main et ce sont les URSSAF maintenant qui géreront la collecte de la taxe sur la formation professionnelle. URSSAF, rappelle-nous ce que ça veut dire. Les URSSAF, pardon, ce sont les organismes de la sécurité sociale qui collectent auprès des entreprises les cotisations. Vous savez ce qu'on appelle les fameuses charges salariales, etc. Et ce sont des cotisations payées sur les salaires qui sont collectées par les URSSAF. Voilà. Union régionale. Union régionale. Tu vois, c'est marrant. Le simple fait que je sache pas exactement ce que veut dire URSSAF. Sécurité sociale. Ça, c'est à peu près sûr pour les deux S. Et des affaires. Et des affaires familiales. Familiales. Pas du tout. Financières. Financières. J'en sais rien. Familialo-financières.
Mais tu vois, c'est toujours intéressant quand t'es pas capable de dire spontanément ce que veut dire un sigle, c'est qu'il y a un problème de pédagogie sur cet organisme-là. Et donc là, je vous avoue que j'ai un peu le cerveau en vrac aussi, c'est pour ça que j'ai du mal à m'en souvenir, mais normalement ça devrait me revenir spontanément, URSAF. Donc voilà, bref, réforme de ce point de vue-là, c'est la grosse actualité du gouvernement. Il y a aussi la union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Merci beaucoup, Tché, pour cette précision. On avait un mot sur 8. On avait un mot sur 8, exactement. Nous sommes des professionnels, n'essayez pas de refaire ça chez vous. Ouais, non, essayez pas. Tant de médiocrité, vous y arriverez pas. Là, c'est du talent pur. C'est-à-dire, les mecs ils essayent de vulgariser la politique, ils sont incapables d'expliquer la base. Non, les mecs qui jouent à FFS sans savoir jouer à voilà, exactement. PUBG, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est la première actualité. La deuxième actualité, c'est que demain, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est la journée internationale des droits des femmes. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, devrait faire des annonces demain, sachant qu'elle prépare une loi qui sera présentée le 21 mars prochain, qui aura vocation à lutter contre le harcèlement et contre les violences faites aux femmes. Donc on en saura plus à ce moment-là. Il y aura aussi des mesures sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc ça, il y aura probablement des questions sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme questions? Et vous d'ailleurs, c'est quoi les questions que vous voudriez poser au gouvernement sur les sujets d'actualité? Aidez-moi un petit peu là, parce qu'il y a aussi Aéroport de Paris, il y a une rumeur tenace qui veut que le gouvernement souhaite privatiser Aéroport de Paris. Je précise qu'Aéroport de Paris est un organisme public gestionnaire des aéroports parisiens, comme son nom l'indique très mal, et qui est donc possédé par l'État à plus de 50%, et l'État souhaiterait vendre ses parts. Et donc l'intégralité des parts. L'intégralité des parts. Même pas garder une participation. Non. Et donc privatiser complètement ce gestionnaire. C'est quoi la différence entre un député membre d'un groupe et un apparenté? La différence, c'est les droits qui y sont attachés. Le député membre d'un groupe participe aux travaux du groupe, participe aux travaux politiques du groupe, essaye de s'en tenir à la consigne du groupe et participe au débat en interne, alors qu'un membre apparenté, c'est un membre qui, squatte le groupe, bénéficie des collaborateurs et du travail de groupe et de son animation, mais garde sa liberté politique par rapport au reste du groupe. La rumeur a été confirmée, et bah écoute, en tout cas, en conférence de presse de sortie du Conseil des ministres, il y a moins d'une demi-heure, Benjamin Griveaux n'a pas confirmé la rumeur. Alors après... il ne l'a pas infirmé non plus. Ne l'a pas infirmé non plus, il a dit que pour l'instant il n'y avait pas de déclaration. Donc peut-être qu'entre temps il y a eu des déclarations du Premier ministre, un communiqué de presse de l'Elysée, j'en sais rien, j'ai pas vu. Mais bah du coup on en saura probablement plus cet après-midi, pendant les questions au gouvernement, c'est aussi à ça que ça sert. On sera vraiment dans l'actualité actuelle. Les rencontres nationales de la participation à Lille, à la Cité des Échanges, c'est un événement qui dure 3 jours. Donc c'est effectivement l'endroit où je vais demain. Mais est-ce que ce sera ouvert au public? Je ne sais pas. Ah, c'était sur inscription. Ah bah il fallait s'inscrire. Désolé. Elisabeth Borne, ministre des Transports, a déclaré le 4 mars 2018, donc dimanche dernier, Aéroport de Paris est un actif stratégique et toute décision devra être prise à cette aune-là. Concernant la décision de cession d'une partie du capital. Paye ta stratégie. C'est un fleuron français et c'est pourquoi nous le cédons. À qui veut bien l'acheter? La question que je voudrais bien poser au gouvernement, avec tous les dossiers de réforme, les projets de loi et autres, le gouvernement va-t-il pouvoir mener tout cela à bien dans les 3 ans à venir? C'est une bonne question, Nicolas. C'est vrai que le calendrier des réformes est quand même assez rythmé. Emmanuel Macron l'a rappelé, il souhaite maintenir un rythme assez vénère dans les réformes. J'avais pris des notes sur les réformes qui vont nous être annoncées dans les mois et les semaines qui viennent, mais c'est assez... je sais pas où j'ai foutu mon cahier. L'autre cahier. Bref, c'est assez vénère effectivement. Est-ce que le gouvernement va maintenir son rythme de réforme? Donc voilà. Jean, tu penses quoi du droit d'amendement proportionnel au nombre de députés par groupe? Effectivement, c'est un sujet qui a été abordé apparemment par Édouard Philippe. Édouard Philippe, comme je vous le disais hier, donc le Premier ministre, est en train de consulter les représentants des différents groupes politiques des 2 chambres du Parlement pour évoquer avec eux la réforme constitutionnelle qu'Emmanuel Macron souhaite mener à terme avant l'été. Réforme constitutionnelle qui contient un certain nombre d'évolutions, notamment dans la procédure législative, donc la manière dont fonctionnent les 2 chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et parmi
parmi les choses qu'apparemment Édouard Philippe a évoquées avec les responsables des groupes, il y aurait une modification du fonctionnement des amendements. Vous savez que le principe d'un amendement, c'est la possibilité qu'a un député élu du peuple de modifier une proposition ou un projet de loi. Voilà, de proposer, d'amender un texte en disant moi je suis pas d'accord avec cet article, je pense qu'il devrait être écrit plutôt comme ça. Tac tac tac, donc il écrit sur un papier, il y a un formulaire à remplir et il l'envoie. Et donc c'est ça le droit d'amendement. Le droit d'amendement c'est intrinsèquement lié à l'exercice parlementaire, au fait d'être élu. On est élu et le fait d'être élu est attaché à notre élection et à notre mandat, le fait de pouvoir déposer un amendement et donc de modifier un texte de loi. C'est ça le travail législatif. Donc tout ça, une fois que j'ai dit tout ça sur le papier, c'est bien beau. Le problème c'est que, en tout cas le problème c'est comme ça que le voit le gouvernement et la majorité En Marche, la procédure législative est réputée pour être longue, lente et assez inefficace. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Des raisons endogènes, exogènes, etc. Le gouvernement a sa part de responsabilité là-dedans, mais il y a aussi une chose qui est pointée du doigt par le gouvernement et par les députés En Marche, c'est le fait que parfois, il y a des amendements qui sont discutés plusieurs fois. Donc c'est con, mais on peut regarder un amendement, en discuter, en débattre, le voter, le rejeter par exemple, donc l'amendement n'est pas adopté, on continue la discussion sur le texte, et plus tard dans la procédure législative, eh ben on va rediscuter du même amendement. Voilà comment présente les choses le gouvernement en disant que c'est très inefficace, ça sert à rien, et c'est pas la peine de discuter deux fois, une fois qu'on a dit non une fois, le Parlement a voté, a tranché, on va pas revenir dessus. Le problème c'est que entre la première et la deuxième fois il y a quand même un changement d'échelle qui est pas négligeable, c'est que la première fois c'était en commission et la deuxième fois c'est dans l'hémicycle, et c'est ça toute la différence. C'est que si on examine les amendements qu'en commission, ça veut dire que seule une fraction des parlementaires auront la possibilité de déposer des amendements. Alors vous me direz, ça peut être cohérent, parce que normalement les députés qui siègent dans une commission, c'est les députés les plus intéressés par le sujet de la commission, et c'est rare que des députés étrangers à la commission viennent déposer des amendements stratégiques sur le texte. À l'inverse, effectivement, il y a des techniques qu'on appelle d'obstruction parlementaire, d'obstruction législative, qui consistent à demander à des collègues de déposer plein de fois le même amendement, de tous prendre la parole dessus pour bien faire traîner les débats en longueur, etc. Vous voyez que tout ça peut paraître technique. On pourrait croire qu'on est dans de la mécanique parlementaire et législative, sauf qu'en réalité on est un peu sur du principe aussi. Le principe c'est est-ce qu'on doit limiter le pouvoir qu'ont nos députés de déposer des amendements. Donc voilà, donc il y a cette question-là déjà de l'interdiction de redéposer un amendement une fois qu'il a déjà été adopté ou rejeté en commission. Et il y a une deuxième proposition qui est faite par Édouard Philippe, c'est de ne pas autoriser les groupes parlementaires à déposer autant d'amendements qu'ils veulent. Et en fait c'est un principe de quota d'amendements par groupe politique. Et alors c'est intéressant parce que ça s'inspire du temps législatif programmé qui existe déjà depuis plusieurs années, qui a été mis en place au fur et à mesure, qui avait été réclamé déjà pour un argument de comment dire, de rationalisation du temps et du travail parlementaire, où les groupes n'ont pas le même pouvoir d'intervenir dans les débats. En fonction de la taille de ton groupe politique, plus ton groupe politique est gros en nombre de députés, plus il a de temps qui lui est dévolu pour apporter des arguments dans le débat. Et ben l'idée d'Édouard Philippe, c'est de copier ce système-là et de l'appliquer au droit d'amendement en disant, en gros, en fonction du nombre de députés que tu as, tu pourras déposer un plus ou moins grand nombre d'amendements. Le problème, c'est que évidemment, ça donnerait plus de droits d'amendement à En Marche que à la France Insoumise ou aux Républicains ou au groupe GDR ou au groupe socialiste, etc. Et ce que ces députés d'opposition vont opposer comme argument, c'est de dire mais vous êtes bien gentil, mais la plupart des amendements c'est quand même les opposants qui les déposent, c'est quand même le principe même d'un amendement. Il y a des amendements qui sont là pour compléter, préciser, etc. Donc ça peut être des trucs de la majorité, mais enfin franchement la plupart du temps, les amendements déposés c'est quand même en majorité par des gens qui sont pas d'accord avec le texte et qui utilisent leur droit d'amendement pour s'opposer. Donc voilà, vous voyez, on est dans un débat de principe sur est-ce qu'on va rogner. Enfin, le débat de principe, je pense qu'on peut le poser dans les termes suivants. Jusqu'où est-on prêt à aller pour rendre la procédure parlementaire plus efficace? Voilà. Jusqu'où est-on prêt à aller dans le fait de rogner des droits aux parlementaires? Et c'est ça toute la question en fait. Est-ce qu'on trouve que la procédure parlementaire est inefficace et au point de devoir remettre en cause des choses importantes comme le droit d'amendement? Ben voilà, c'est toute la question qui est posée. Je vous propose qu'on en parle en regardant les images que nous avons désormais de l'hémicycle, puisqu'il est 15h. Il est 15h, générique, on se retrouve tout de suite.
Et bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement, commentée en direct sur Acropolis. Il est 15 h. Les députés ont pris place dans l'hémicycle et on attend la présidente de séance, Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui va présider la séance aujourd'hui, puisque exceptionnellement, comme nous sommes pendant la semaine des droits des femmes, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, laisse son siège pendant les séances de questions d'actualité au gouvernement à ses collègues féminines de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Je redis ce que j'ai déjà dit hier, la présidence de séance n'est pas l'apanage du seul président de l'Assemblée nationale, bien au contraire, c'est une présidence tournante entre les vice-présidents. Donc les vice-présidents et les vice-présidentes ont toute leur place au perchoir pour présider les séances. C'est juste que traditionnellement les séances de QAG sont présidées par le président de l'Assemblée nationale en personne parce que c'est une séance un petit peu particulière. Voilà. Monsieur le Premier ministre, allez-vous passer par le référendum sur votre réforme de la Constitution? Je vous rappelle que vous ne pesez pas lourd au Sénat. Ça, c'est une bonne question à poser au Premier ministre. Effectivement, du coup, je suis désolé, je suis parti dans mon explication législative, mais j'ai pas répondu à j'ai pas lu vos questions au gouvernement. Question bête, monsieur Blanquer, quid de la fermeture des classes et d'écoles en milieu rural, vous en fermez au final ou pas? Effectivement, c'est une question qui revient souvent dans l'hémicycle et sera peut-être reposée aujourd'hui. C'est le président qui décide du référendum, pas le Premier ministre aussi? C'est le président. Ça dépend de l'article 11 ou l'article 89. Okay. Tu poses des questions compliquées. Désolé, pardon. De Rugy a pris une semaine de vacances. Pas du tout, De Rugy il est dans l'hémicycle. La séance est ouverte. Je suis heureuse de souhaiter en votre nom à tous la bienvenue à une délégation du groupe d'amitié France-Québec de l'Assemblée nationale du Québec, conduite par son président, M. Jacques Chagnon. Coucou les copains, bienvenue à nos amis québécois qui sont venus en voisin écouter nos séances de questions d'actualité au gouvernement. Voilà, ça fait partie de la tradition, les assemblées parlementaires des pays amis font des excursions les uns chez les autres pour s'inspirer des méthodes de travail des autres. Donc là, ils vont s'inspirer de notre beau bordel des QAG pour bien voir à quel point on est constructif. Des questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Erwan Balanant. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le moment est historique. Nous vivons une libération de la parole des femmes, mais surtout une libération de l'écoute qui contribue à faire progresser la solidarité des hommes. Enfin, les choses bougent et nous devons nous saisir de cet élan pour avancer en profondeur sur les questions d'égalité. Je voudrais ici attirer l'attention de la représentation nationale et du gouvernement sur les femmes seniors. Femmes seniors, c'est une double discrimination. Subir les inégalités liées au genre et celles qui sont liées à l'âge. Ces deux marqueurs ne sont pas seulement cumulatifs, leur association amplifie les effets des inégalités. Précarité, vulnérabilité, pauvreté, exclusion. Les écarts salariaux se creusent avec l'âge et les femmes retraitées touchent une pension de 48% inférieure à celle des hommes. Tout cela, c'est bien sûr le fait des inégalités professionnelles qui aboutissent à l'issue d'une carrière à un manque à gagner pour les femmes d'en moyenne 500 000 €. Un demi-million d'euros, c'est ce que les inégalités professionnelles coûtent en moyenne à une femme à l'échelle d'une vie. Nous devons agir avec ambition et détermination pour qu'à l'avenir, l'âge ne soit plus une telle trappe à pauvreté pour les femmes. Erwan Balanant du groupe Modem qui pose une question au gouvernement sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes en attirant l'attention particulièrement sur les femmes âgées, les femmes seniors comme il le dit. Erwan Balanant c'est un ancien athlète de haut niveau, mais c'est pas ça le plus intéressant parce qu'il a exposé l'année dernière à la Villa des Arts un travail documentaire qu'il a fait sur les femmes en situation de grande précarité. Donc voilà, c'est un député du Finistère qui est particulièrement engagé sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Il est notamment membre de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc c'est Marlène Schiappa qui va répondre à ce député Modem sur la question des discriminations dont sont victimes les femmes seniors. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Erwan Balanant, effectivement, vous l'avez dit, la question des femmes seniors est une question particulière et nous devons nous occuper de l'égalité entre toutes les femmes et tous les hommes à tous les âges de la vie. Il y a deux sujets principaux dans votre question. Le premier sujet, c'est celui de l'employabilité des femmes seniors.
Effectivement, je crois qu'il nous faut promouvoir ce que les anglo-saxons appellent le late blooming, c'est-à-dire partir du principe qu'une femme peut continuer à être promue, à être identifiée comme un talent, comme un potentiel au-delà de 50 ans, et que la carrière des femmes ne doit pas s'arrêter après 50 ans. C'est le premier cap. Et c'est pour cette raison que le gouvernement va lancer une campagne de communication pour promouvoir les compétences des femmes de plus de 50 ans. Tout à l'heure, nous aurons une multilatérale avec les syndicats, présidée par le Premier ministre et avec la ministre du Travail, et un certain nombre de propositions seront discutées dans ce sens pour sécuriser le parcours professionnel des femmes tout au long de leur vie. Le deuxième sujet, c'est celui des retraites. Il y a 37 à 39% d'écart de retraite entre les femmes et les hommes en France. Nous sommes mal classés au niveau européen, puisqu'il y a un peu plus de 30% d'écart de retraite entre les femmes et les hommes au niveau européen. C'est pour cette raison que j'ai organisé un atelier du Tour de France de l'égalité femmes-hommes consacré au sujet des retraites avec un député national, Sacha Houlié, une députée européenne, Elisabeth Morin-Chartier, et un certain nombre d'experts et de sociologues et de professionnels. Marlène Schiappa qui met en avant son Tour de France de l'égalité. Au commissaire chargé de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, et à la ministre des Solidarités et de la Santé, afin d'intégrer pleinement les problématiques d'égalité femmes-hommes dans la réforme des retraites en cours. Voilà, c'était le premier round d'échange entre le député Erwan Balanant et Marlène Schiappa sur la question des femmes seniors. Bérangère Politi. Monsieur le Premier ministre, la journée du 8 mars nous propose de réfléchir aux conditions de vie et aux droits des femmes. Je vous propose de réfléchir aux conditions de vie des femmes âgées et des professionnels qui les accompagnent. Certes, le vieillissement et la perte d'autonomie ne sont pas l'apanage des femmes, mais il faut bien reconnaître que ce sont souvent elles qui sont en première ligne. Très majoritaires chez les aidants et les professionnels, les 3/4 des résidents en EHPAD sont aussi des femmes. Les EHPAD, ce sont les maisons de retraite, je le rappelle. Sur une forme de maltraitance dont toutes ces femmes sont victimes dans les EHPAD. Les professionnels se sont massivement mobilisés le 30 janvier dernier pour expliquer leurs souffrances et aussi celles des résidents qui en subissent le contre-coup. Ces métiers sont difficiles, mal payés et souvent à temps partiel. Les EHPAD ont connu de grandes évolutions ces 10 dernières années. Ils ont été modernisés, médicalisés et le nombre de places a augmenté. Mais les résidents sont de plus en plus dépendants et malheureusement, nous sommes restés au bord du chemin. Seule l'aide à domicile a connu un petit coup de pouce. Il aurait fallu continuer ces efforts, augmenter le nombre de personnels et engager la réforme des financements. Un EHPAD coûte en moyenne aux résidents 1 900 € par mois, mais souvent beaucoup plus. La retraite moyenne d'une femme est, je le rappelle, de 1 000 € par mois. Non, effectivement, les EHPAD, c'est pas les maisons de retraite. Je suis allé un peu vite. Les EHPAD, ce sont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais rien sur le sujet du vieillissement. Bérangère Politi, la députée des Ardennes, députée Les Républicains, qui est très en pointe sur la question de la défense des femmes et de leurs droits. Elle a notamment déposé une proposition de loi en 2011 sur l'accès à l'IVG et à la contraception, notamment pour les mineurs. Voilà, elle était sage-femme de profession. Il est temps d'agir. Quand engagerez-vous cette réforme indispensable? Avant de devenir députée en 2002. La parole est à Madame Agnès pour la première fois. Ministre des Solidarités. Et c'est Agnès Buzyn qui va lui répondre sur les conditions de travail dans ces fameux établissements pour personnes âgées dépendantes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés... Madame. C'est génial. Agnès Buzyn, qui a trop l'habitude que l'Assemblée nationale soit présidée par un homme et qui s'est trompé et qui a dit Monsieur le Président à la présidence, à la présidente. Pardonnez-moi. Vous voyez comme quoi. Vous avez toutes fait pointer du doigt une difficulté majeure que nous allons avoir à affronter dans les années qui viennent, qui est le vieillissement de la population. Nous avons aujourd'hui 1,5 million de personnes âgées de plus de 85 ans. Nous aurons 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans en 2050. Aujourd'hui, environ 10% de nos personnes âgées sont hospitalisées en EHPAD et effectivement, elles arrivent de plus en plus tardivement en situation de dépendance. Aujourd'hui, l'âge moyen d'arriver dans les EHPAD est de 87 ans et la durée moyenne de séjour est de moins de 2 ans. Donc nous sommes face à des personnes qui ont complètement changé de profil et les EHPAD n'ont pas été pensés comme des lieux de fin de vie mais comme des lieux de vie. Or aujourd'hui, c'est en train de se modifier.
Cela a entraîné des difficultés importantes pour les personnels des EHPAD face à des personnes de plus en plus dépendantes, de moins en moins d'interactions possibles avec les résidents. Et nous avons donc plusieurs chantiers. Un premier chantier qui est la qualité de vie au travail des personnels, sur lequel nous avons engagé un comité au sein du ministère. Nous avons un travail sur la carrière des personnels en EHPAD et l'attractivité des carrières et leur capacité à se reconvertir et à se former. Nous avons également une réforme du financement qui est en cours avec un médiateur qui est en train de réfléchir à la façon de favoriser l'augmentation des dotations pour les EHPAD les plus en difficulté. Et enfin, nous allons lancer à la fin du mois de mars avec le Premier ministre une réflexion beaucoup plus large avec l'ensemble des parties prenantes sur la réforme du financement de l'accompagnement de la société au vieillissement. Je crois que les défis sont devant nous, Madame la députée. Agnès Buzyn, donc, qui a répondu sur les défis qui se présentent face aux EHPAD. Elle a commencé sa réponse en rappelant que d'ici 2050, on va multiplier par 3 à 5 le nombre de personnes de plus de 85 ans. Donc c'est un vrai boom générationnel qui va tout changer. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, nul sur ces bancs ne peut s'en arroger le monopole. C'est une cause universelle. Elle ennoblit notre mission, car pour y rallier nos concitoyens, nous devons extirper des siècles de préjugés, enchâssés au plus intime de nous-mêmes et à l'origine de tant de bêtises, d'injustices, de violences. Cette cause implique des actions concrètes, mais en même temps, pour frapper les esprits, elle doit mobiliser les figures glorieuses qui l'ont incarnée. Parmi ces figures, je choisis celle qui, il y a 43 ans, illuminait cet hémicycle et qui, dans 4 mois, par la volonté du président de la République, reposera au Panthéon, Simone Veil. Cette crypte laïque dédiée aux grands hommes et aux grandes femmes par la patrie reconnaissante. Gilles Legendre qui rappelle la mémoire de Simone Veil qui entrera au Panthéon, comme il l'a dit. Je suis devenu, qui à 16 ans découvrait grâce à Simone Veil ce que la politique peut montrer de plus beau, sans imaginer, comme vous tous, mes chers collègues, qu'un jour nous pourrions lui rendre hommage en ces mêmes lieux. Monsieur le Premier ministre, nous savons l'engagement de votre gouvernement, celui de Madame la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, notamment dans le Tour de France de l'égalité qui s'achève. Bon, Gilles Legendre qui est dans la question Choupa, mais pas tant que ça, puisque je rappelle que l'égalité entre les femmes et les hommes a été désignée grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Gilles Legendre, c'est un ancien journaliste qui a aussi travaillé comme directeur de la communication de la FNAC, avant de devenir président du directoire du groupe Expansion. Et ensuite, il a été quand même président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il n'est quand même pas rien. Mais il est devenu député, Gilles Legendre. Et il pose une question sur l'égalité entre les femmes et les hommes en profitant pour rendre hommage à Simone Veil. Dites-nous comment vous comptez entraîner les Français dans ce juste combat. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Ah, c'est le Premier ministre Édouard Philippe en personne qui va répondre à Gilles Legendre sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, demain aura lieu la journée internationale des droits des femmes. Elle se tiendra cette année dans un contexte qui est à la fois semblable à celui des années précédentes, en ce que, clairement, l'égalité n'est pas encore atteinte, mais dans un contexte qui sera différent parce que la tonalité, la perspective dans laquelle ce sujet s'apprécie est aujourd'hui différente. Elle a été modifiée par la libération de la parole, qui a été mentionnée par vous, monsieur le député. Elle est aussi modifiée par le fait que je veux croire que la qualité d'écoute de la société française, au moins dans son ensemble, est plus intense et plus attentive. Et c'est tant mieux. Demain, nous célébrerons, nous débattrons, nous agirons pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et pour évoquer tous les sujets relatifs aux droits des femmes. Nous le ferons alors qu'au cours de cette année, plusieurs personnalités emblématiques de ce combat permanent, nous auront quittés. Je pense évidemment à Simone Veil, que vous avez citée, et qui entrera au Panthéon le 1er juillet. Je pense aussi à Françoise Héritier, qui s'enthousiasmait quelques jours avant sa mort sur cette libération de la parole et sur le fait que, peut-être, nous disait-elle,
la honte avait vocation à changer de camp. Je crois que ces penseuses, je pense que tous ceux qui ont à cœur de promouvoir ce combat, se placent, c'est en tout cas mon cas, dans une logique où nous refusons à la fois la guerre entre les sexes et la résignation aux inégalités. Nous avons conscience que dans nos textes, mesdames et messieurs les députés, l'égalité est partout, ou quasiment. Mais dans les faits, l'égalité n'est pas partout. 84% de femmes dans les formations paramédicales et sociales, alors qu'elles sont moins de 40% à choisir des filières scientifiques. 25% d'écart de salaire subsistent et 9% dans des situations exactement identiques. Oui, c'est ça, je me demandais sur les chiffres. C'est 25% d'écart de salaire global entre les hommes et les femmes et 9% d'écart de salaire à poste égal. Okay. Réalisé par des femmes. Enfin, ce chiffre qui doit nous interroger tous, une femme décède en France tous les jours, tous les 3 jours, sous les coups de son conjoint. C'est un bilan qui, en dépit des avancées bien entendu, reste un bilan accablant. Alors, le gouvernement veut à son tour agir sur ce sujet en étant guidé par 2 principes. D'abord, l'idée simple, mais je crois essentielle, que l'égalité entre les femmes et les hommes concerne absolument tout le monde, les femmes et les hommes, et qu'elle doit être portée par tout le monde, les femmes bien entendu et les hommes. Ouais, donc jusqu'à présent c'est essentiellement de l'intention. Le fait que si nous voulons agir de façon décisive sur cette question d'égalité... Mais bon, c'est le rôle d'Édouard Philippe, hein. Il est Premier ministre et il est là pour donner la ligne du gouvernement, il va pas rentrer dans le détail des mesures, il explique simplement la philosophie de son action dans cette... voilà. Sur le plan du droit, mais dans les faits et dans tous les éléments de ce combat. De nombreux chantiers ont été lancés pour que cette égalité progresse efficacement, effectivement. C'est le plan global de lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui donnera lieu à la présentation prochaine par Madame la secrétaire d'État, et je voudrais la remercier, la féliciter pour son engagement sur ce dossier. Ce projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes qui sera bientôt présenté et discuté à l'Assemblée nationale. Le 21 mars, la présentation de cette loi. Et une autre mission sur le congé paternité qui sont en cours. C'est la réunion que je tiendrai cet après-midi avec l'ensemble des partenaires sociaux pour évoquer avec les partenaires sociaux ce qu'il est possible de faire pour, dans l'entreprise, dans la discussion... Les partenaires sociaux, je rappelle, ce sont les syndicats. Ce sont les syndicats du patronat et du salariat qui dialoguent avec le gouvernement et qui donc cet après-midi, sous l'égide d'Édouard Philippe, vont discuter notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'ensemble du gouvernement se tiendra pour, là encore, annoncer un certain nombre de mesures administratives en la matière. C'est encore une fois l'ensemble de la société qui doit être mobilisée sur ce sujet. Nous portons ce combat, nous le portons sur tous les bancs de cette Assemblée, j'en suis sûr. Et je vous remercie, monsieur le député, d'avoir pu évoquer ce sujet, mettre de la lumière sur l'engagement collectif qui est le nôtre et sur le chemin qui nous reste à parcourir. Voilà, c'est la fin de cette réponse d'Édouard Philippe. C'était la 3e question, 3e réponse sur ce sujet aujourd'hui. Et c'est Jean-Paul Lecoq maintenant qu'on écoute. Monsieur le Ministre, je vais moi aussi vous parler d'une grande dame, la SNCF. Pour conduire le train de votre réforme, vous souhaitez avancer à très grande vitesse. À cette allure, vous allez mettre dans le vent la concertation avec les syndicats, les usagers et les élus. Bref, tous ceux qui ont des choses à dire et des propositions à formuler pour l'avenir du rail. Avec une telle précipitation, vous allez faire dérailler tout le service public ferroviaire. Sauf à considérer que vous détenez la vérité absolue et que votre baguette libérale réglera toutes les difficultés accumulées sur plus d'une décennie libérale, justement. Ce débat sur le ferroviaire est pourtant essentiel. Au-delà des enjeux que nous connaissons tous en matière de transport, d'équité territoriale, d'environnement, la question posée est celle de la société dans laquelle nous voulons vivre. Quels objectifs avez-vous concernant le report modal vers le fer? Vous n'en dites mot. Nos concitoyens ont compris qu'on ne pouvait pas tout miser sur la route et que la seule alternative reste le chemin de fer. Pour cela, il s'agit de libérer le rail des contraintes de gestion à l'origine de sa congestion, en lui donnant les moyens de son développement. Pas de libéraliser en faisant croire que son problème, le problème numéro 1, est celui du statut des cheminots. Votre schéma date de l'ère Thatcher. Vous parlez d'une modernité. 25 ans après, 60% des Britanniques veulent la renationalisation de l'ensemble des concessions. La privatisation ayant... Jean-Paul Lecoq qui s'en prend à ce qu'il appelle une privatisation rampante de la SNCF. Évidemment, il fait référence à la réforme du rail qui a été annoncée par Elisabeth Borne il y a maintenant 3 semaines. Il doit renégocier
et doit négocier une exception de service public. Jean-Paul Lecoq qui va avoir une réponse de la part d'Elisabeth Borne, la ministre du Transport. Il a été animateur et directeur de centre de loisirs par le passé. Et il a été maire de Gonfreville-Lorcher de 95 à 2017. Un ancien élu local qui est devenu député et qui aujourd'hui tire la sonnette d'alarme du train, si je puis dire. De renoncer à légiférer par ordonnance et d'accepter d'ouvrir un vrai débat sur cette question essentielle pour nos territoires, pour nos entreprises, pour les usagers et les cheminots. Il a parlé de report modal, c'est un mot un peu technique qui veut dire quand on essaye de faire plus de fret ferroviaire et moins de camions sur les routes. Le député Jean-Paul Lecoq. Je voudrais tout d'abord redire que la réforme ferroviaire a un seul objectif, un meilleur service public ferroviaire au meilleur coût pour les usagers et pour les contribuables. Et je voudrais rappeler que cette réforme, elle s'inscrit dans une réforme globale des mobilités avec la future loi d'orientation des mobilités et son volet loi de programmation des infrastructures qui vise à mieux répondre aux besoins de mobilité de tous nos concitoyens dans tous les territoires en luttant contre les fractures territoriales et l'assignation à résidence. Alors en termes de méthode, nous voulons concilier l'urgence à agir et la volonté d'avoir une concertation approfondie sur tous les sujets. Nous allons donc avoir 2 mois de concertation et 3 mois de débat parlementaire, les deux avançant parallèlement. C'est bien la concertation qui va permettre de définir le contenu du projet de loi. À chaque fois que nous aurons suffisamment avancé dans la concertation sur un sujet... Elisabeth Borne, la ministre du Transport, qui met en avant la concertation en disant moi j'ai pas fait de choix à l'heure actuelle, c'est dans le dialogue qu'on verra tout ça avec les partenaires sociaux. Et la concertation... Ça n'a pas l'air de convaincre beaucoup les députés de l'opposition. Tout d'abord, et ce sera le fil rouge de toute cette concertation, l'amélioration du service public. J'ai lancé cette concertation lundi dernier avec les élus, les associations d'usagers, les entreprises et les organisations syndicales. Nous allons également parler de l'ouverture à la concurrence, avoir une concertation sur l'organisation de la SNCF et sur la modernisation sociale du secteur. Les Français attendent beaucoup d'un grand service public ferroviaire. Cette réforme doit permettre à la SNCF d'être plus efficace, plus unifiée et d'avoir tous les atouts dans l'ouverture à la concurrence. Je vous remercie. Voilà, Elisabeth Borne qui fait le service après-vente de sa réforme et de la concertation qu'elle vient de lancer. Et on écoute maintenant Laetitia Avia. Ma question s'adresse à Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je verbaliserai le harcèlement de rue. Tels sont les mots qu'Emmanuel Macron, candidat à la présidence de la République, prononçait il y a tout juste 1 an à vos côtés lors de la présentation de son programme pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pourtant, tant de railleries à l'idée que l'on fasse de la sécurité des femmes dans la rue la priorité d'un programme présidentiel. Tant de scepticisme lorsque vous avez lancé, avec Nicole Belloubet et Gérard Collomb, le groupe de travail sur la verbalisation du harcèlement de rue en octobre dernier. Mais c'était avant l'affaire Weinstein, avant les hashtags médiatiques, avant cette libération de la parole et surtout, comme cela a été souligné, la libération de l'écoute. Car l'espace public n'est pas un lieu neutre pour toutes celles qui doivent redoubler de stratégies d'évitement, changer de trottoir, feindre des conversations téléphoniques pour ne pas subir de comportements sexistes, dégradants, humiliants et insistants sous couvert de drague lourde. Laetitia Avia, la députée de Paris, qui met l'accent sur la lutte contre le harcèlement de rue. Laetitia Avia, qui, à son corps défendant, est devenue aussi un symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes, lorsqu'elle a reçu la semaine dernière une lettre d'insulte et de menaces contre laquelle elle a porté plainte et qui a beaucoup fait réagir. En cas de circonstances aggravantes. Donc c'est particulièrement symbolique que ce soit elle qui pose une question à Marlène Schiappa sur la question du harcèlement de rue et du harcèlement sexuel et sexiste. Entre les femmes et les hommes. Et enfin, parce que nous souhaitons que cet interdit soit surtout impensable demain, nous proposons de renforcer l'éducation dès le plus jeune âge et tout au long du parcours de citoyenneté de nos jeunes. Madame la ministre, dans l'attente de votre prochain projet de loi, pouvez-vous nous indiquer quelles orientations vous avez retenues pour mieux protéger celles qui revendiquent la liberté de ne pas se faire importuner? La parole est à Madame la secrétaire d'État. Et c'est donc à nouveau Marlène Schiappa qui va répondre à Laetitia Avia sur le point précis du harcèlement de rue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat d'ailleurs, de cette idée de verbaliser le harcèlement de rue? Monsieur le député,
Seule Madame la Ministre a la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laetitia Avia. Effectivement, il y a un an, nous étions au Théâtre Antoine. Vous étiez là également avec le Président de la République. Mounir Majoubi, qui avait introduit cet événement, était évidemment présent. Et le Président de la République s'était alors engagé à verbaliser le harcèlement de rue. Depuis, un groupe de députés, de 5 députés, a été installé. Et vous nous avez remis au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à la garde des Sceaux et à moi-même un certain nombre de propositions pour faire en sorte d'assurer l'intégrité physique, la sécurité des femmes dans l'espace public. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement de rue? Le harcèlement de rue, c'est ce qui fait que 8 jeunes femmes sur 10 ont peur quand elles sortent toutes seules le soir en France en 2018. On a effectivement entendu parler de liberté de séduction, de liberté d'importuner, mais le harcèlement de rue, la réalité de ce que nous avons appelé outrage sexiste, ça n'est pas quelqu'un qui passe dans la rue et qui vous fait gentiment une révérence et un compliment. Ça n'est pas comme au cinéma, dans Les Enfants du Paradis, un homme qui vous suit pour vous dire « Paris est trop petit pour un si grand amour ». Non, le harcèlement de rue, ce n'est pas ça. Le harcèlement de rue, ce sont des femmes qui sont intimidées. Marlène Schiappa qui répond à sa manière à la fameuse tribune de Catherine Deneuve sur la liberté d'importuner. Donc nous sommes en train d'étudier... Marlène Schiappa qui donc veut créer un nouveau délit d'outrage sexiste. De loi qui est actuellement en lecture au Conseil d'État et nous retenons les propositions de faire une amende de classe 4. Les forces de l'ordre pourront verbaliser en flagrant délit, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur. Nous retenons également votre proposition de faire des stages et vos propositions relatives à l'éducation qui ont été annoncées hier par le ministre de l'Éducation nationale et qui seront également passées en revue lors du comité interministériel. Il ne s'agit pas de morale. Comme disait Nietzsche, il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Il ne s'agit pas de morale, il s'agit de liberté, la liberté d'aller et de venir paisiblement en République française. Et non pas la liberté d'importuner. Voilà comment Marlène Schiappa, en tout cas, défend son futur outrage sexiste. Danielle Obono, la députée insoumise, qui a l'impression de se faire applaudir alors que c'est pour Marlène Schiappa surtout les applaudissements. Tonnerre d'applaudissements et standing ovation de la part des députés En Marche et Danielle Obono qui choisit l'ironie. Merci, chère députée. Madame la Présidente, cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Nous aurions souhaité la poser à Madame Belloubet, mais entre les coups de semonce de la place Beauvau et les coups de com' de l'Élysée, ce n'est de toute évidence pas celle que nous sommes désormais au regret de considérer comme l'ex-ministre de la Justice qui détermine la politique pénale du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, donc, le 20 février dernier, notre collègue Caroline Fiat interrogeait la dite ministre de la Justice sur le plan du gouvernement de construction de 15 000 places de prison. Elle nous assurait alors que ces places seraient bien construites. Cette position n'est pas celle de la France insoumise qui est contre l'augmentation mécanique du nombre de places induite par la politique du tout carcéral. Nous prônons une politique pénale qui fait de la prison l'exception et des peines alternatives à l'incarcération la norme, afin de permettre une véritable réinsertion du plus grand nombre de détenus et lutter efficacement contre la récidive. Mais nous avions pris acte du fait que votre gouvernement avait choisi une toute autre stratégie. Or, voilà qu'hier, le président de la République a annoncé que seulement 7 000 places seraient construites, contredisant en cela sa ministre. Alors, monsieur le Premier ministre, qui croire, votre président ou votre ministre? Autre épisode révélateur, la semaine dernière, le compte Twitter de votre gouvernement publiait le message suivant. 170 000 interpellations pour seulement 33 000 condamnations. Il est urgent de repenser la procédure pénale. Hashtag police sécurité quotidien. Ce tweet insulte soit le travail de la police, soit le travail des juges et remet en cause l'office de la justice. Il a été depuis supprimé, mais les contradictions internes de l'exécutif demeurent. Il semble en effet que votre gouvernement... Danielle Obono, la députée insoumise, qui tacle le gouvernement sur son incohérence de sa politique pénale en disant que d'un côté il y a Belloubet, la ministre de la Justice, qui a une position plutôt tout carcérale, et de l'autre côté il y a Emmanuel Macron qui a fait un joli discours en disant qu'il fallait des peines alternatives. Donc Danielle Obono, elle veut en savoir, elle veut que le gouvernement soit plus clair sur sa politique pénale. Et si c'est bien comme nous l'espérons vous, à qui nous, parlementaires, à qui doivent les acteurs et actrices du monde judiciaire s'adresser pour réellement débattre de la politique pénale? Nicole Belloubet ou Gérard Collomb? Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des... Et donc c'est Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, qui va répondre à la députée Obono. Y a-t-il ou pas une divergence de point de vue au sein de l'exécutif sur la question de la politique pénale et carcérale? Nicole Belloubet qui reçoit un tonnerre d'applaudissements, une standing ovation, suite à la mise en cause assez virulente, il faut le reconnaître, de Danielle Obono, qui l'a traité d'ex-ministre de la Justice,
considérant qu'elle avait été désavouée par le discours d'Agen de Emmanuel Macron. S'il vous plaît, chers collègues. Madame la Présidente, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Obono, c'est donc bien la ministre de la Justice qui vous répond, Madame la députée Obono. Ça, c'est pour le rappel de qui parle à qui. Je vous réponds simplement pour vous dire que dans ce gouvernement, chacun est à sa place et chacun exerce les responsabilités qui sont les siennes. Pour ma part, et sous l'autorité du Premier ministre, j'exerce pleinement les responsabilités donc, qui sont les miennes et qui visent notamment en ce moment à repenser notre système judiciaire. Le repenser dans les éléments qui fondent la justice civile, la justice pénale... Super plan de caméra avec le ministre de l'Intérieur. L'organisation de nos prisons et l'adaptation de notre réseau. C'est l'ensemble de ces éléments qui fondent, je crois, ce qui constitue les chantiers de la justice, dont j'assume pleinement la responsabilité et dont Monsieur le Premier ministre rendra compte dans les jours qui viennent. Au sein de ce chantier de la justice, nous avons effectivement l'ambition de rendre les peines plus effectives, de construire des places de prison qui soient réellement adaptées et en cela, nous respecterons pleinement l'engagement du Président de la République. C'est bien l'ensemble de ces éléments qui fonderont, je crois, une nouvelle justice plus proche du justiciable et qui sera un service public mieux rendu pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est notre seule ambition, Madame la députée, et j'espère que vous la partagez. Merci, Madame Nicole Belloubet qui a répondu en rappelant la ligne du gouvernement, ni plus ni moins, et en disant que chacun est à sa place. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Et j'y associe mes collègues de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, cela fait 45 ans que la loi sur l'égalité professionnelle n'est pas appliquée. Ce n'est pas acceptable. À travail équivalent, salaire équivalent. Or aujourd'hui, il y a en moyenne un écart de 9% entre le salaire des femmes et celui des hommes. Et ce chiffre est encore plus élevé pour des personnes peu ou non diplômées. C'est évidemment une situation injuste pour les femmes, d'autant plus qu'on l'a vu, les entreprises qui réduisent cet écart sont plus performantes. Parce que l'égalité ne doit pas seulement être un idéal, mais une réalité, dans la vie de chacun de nos concitoyens, comme de nos entreprises, il nous faut changer d'échelle et parvenir à de vrais résultats. Et c'est ce que les Français et les Françaises attendent de nous. Monsieur le Premier ministre, vous allez réunir cet après-midi les organisations syndicales, après 2 mois de concertation sur ce sujet, et avant un comité interministériel qui réunira demain une grande partie du gouvernement. J'ai eu le plaisir de participer hier à la clôture du Tour de France de l'égalité, auquel ont participé plus de 30 000 personnes à travers tout le pays. C'est d'ailleurs la plus grande consultation citoyenne jamais organisée par un gouvernement sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je suis fier qu'elle ait été portée par notre majorité. Cette réussite... Michael Nogal, qui a seulement 28 ans, qui a été assistant parlementaire socialiste par le passé et qui ensuite est devenu consultant en communication, même si ça n'a pas duré très longtemps à mon avis, puisqu'il a assez rapidement été élu En Marche. Mais soit bel et bien suivi des actes. Dans ce cadre, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Premier ministre, quelles actions concrètes le gouvernement souhaite mettre en œuvre, car nous voulons, collectivement, être la génération qui mettra un terme à ce scandale de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Michael Nogal, donc il parle des inégalités salariales, il est quand même vice-président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, c'est pas rien, et il a également travaillé sur le Tour de France de l'égalité de Marlène Schiappa. Et c'est Muriel Pénicaud donc qui va répondre spécifiquement sur la question des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Mesdames et messieurs les députés, s'il vous plaît, chers collègues. Si le sujet ne vous intéresse pas, il faut le dire. Alors, monsieur Michael Nogal. Le cri du cœur de Muriel Pénicaud à l'opposition de droite. Vous l'avez dit, il y a quelque chose de scandaleux dans ce pays. Il y a quelque chose de scandaleux dans ce pays. C'est parce que... Ah, c'est le bordel. Apparemment, la réflexion de Muriel Pénicaud en début de sa réponse n'a pas du tout plu à l'opposition. Seule Madame la Respectez les parlementaires, vous avez entendu la réflexion qui a été faite à la ministre. Madame la ministre s'exprimer. S'il vous plaît. On va quand même pas faire un incident de séance là-dessus.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michael Nogel, je pense qu'il y a quelque chose qui rassemble cette Assemblée, c'est le sentiment d'un échec collectif sur ce sujet de l'égalité salariale hommes-femmes. Vous l'avez rappelé, cette loi sur travail égal, salaire égal a 45 ans. Combien d'entre vous, enfin, personne n'était dans les postes d'aujourd'hui il y a 45 ans et beaucoup n'étaient pas nés. On a raté 2 générations d'égalité. Nous avons raté... Muriel Pénicaud qui cherche un petit peu ses mots, elle a l'air très déstabilisée, la pauvre, par les députés d'opposition qui continuent leur brouhaha. Il y a 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes au global, mais 9% à travail égal. C'est pour ça que, dans le cadre de la grande cause du quinquennat, sous l'autorité du Premier ministre, avec la secrétaire d'État à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, avec tout le gouvernement, nous avons choisi, dans les actions phares, de se mobiliser sur cet écart de 9%. Car il est scandaleux d'un point de vue d'équité, c'est évident. Qui d'entre vous pourrait justifier dans son entourage, dans sa famille, dans ses collaborateurs, qu'une femme pour le même travail est moins payée que les hommes? C'est injustifiable, nous ne pouvons pas l'accepter. Et deuxièmement, c'est une erreur de management, c'est une erreur pour les entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises, et les études le montrent, les entreprises qui ont fait l'égalité salariale homme-femme, qui ont fait la mixité, sont plus performantes, plus innovantes, plus attractives de talent, elles gagnent. Et donc, à la fois pour des raisons de justice évidentes, nous avons l'égalité en haut des frontons de toutes nos mairies. Qu'est-ce que faisons pour l'égalité des femmes et des hommes? C'est pour ça que le Premier ministre, avec nous, réunira tout à l'heure les partenaires sociaux et que nous annoncerons avec les partenaires sociaux des mesures concrètes. Muriel Pénicaud, qu'on a senti très déstabilisée pendant cette réponse, suite à ce mini-incident au tout début, avec les députés de l'opposition de droite qui n'ont pas apprécié sa réflexion. Ça doit lui faire bizarre, Muriel Pénicaud, d'être... tensé par sa droite et non pas par sa gauche, ça doit lui changer pour le coup. Alors que les députés En Marche l'applaudissent bruyamment. Sylvia Pinel qui prend la parole. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous laissez le Madame 15 la mars, députée s'exprimer, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Le 15 mars aura lieu une journée d'action nationale en faveur de l'amélioration du pouvoir d'achat des retraités. Alors que le Président de la République souhaite préserver le système des retraites et leur niveau, cette journée d'action est le témoignage des inquiétudes légitimes des retraités en raison des pertes nettes qu'ils subissent suite à l'augmentation de la CSG. Vous évoquez l'exonération de la taxe d'habitation. Vous en appelez à la solidarité intergénérationnelle pour justifier vos mesures. Mais ces arguments ne sauraient convaincre les retraités de la pertinence et de la justice des décisions que vous avez prises. Notre système de retraite reste fondé sur la répartition et la solidarité intergénérationnelle a déjà joué pour ceux qui sont actuellement à la retraite. L'exonération de la taxe d'habitation est sans effet pour beaucoup d'entre eux qui ne seront pas concernés parce que déjà exonérés. À cela s'ajoute pour tous ceux qui supportent l'impôt sur le revenu le profond sentiment d'injustice que suscite l'application de cet impôt à la partie de leurs revenus dont ils n'ont pas réellement disposé puisque déjà prélevé par la CSG. Et je vous rappelle que la part de CSG déductible reste plus faible pour les retraités que pour les actifs. Sylvia Pinel qui pose une question au gouvernement sur sa politique fiscale et sur ses incitations en faveur des retraités. Elle accuse évidemment la hausse de la CSG qui va peser sur les retraités en déminant à l'avance en fait l'argument du gouvernement qui va être l'exonération de taxe d'habitation en disant que ça ne compense pas tout. Sylvia Pinel, vous connaissez déjà ce visage et ce nom parce qu'elle a été ministre sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls, donc pendant le quinquennat précédent. Sylvia Pinel qui est aujourd'hui la présidente du Parti radical de gauche. De proximité, tant la souffrance des aidants et des personnels. Et qui doit une grande partie de sa carrière politique à Jean-Michel Baillet, le célèbre et ancien ministre lui aussi, élu du Tarn-et-Garonne. Alors, Monsieur le Premier ministre, à quand une politique globale en faveur des retraités? Voilà, c'était la question de Sylvia Pinel sur les retraités. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes. Et c'est Gérald Darmanin. Peut-être va-t-il réussir à calmer les ardeurs de ses anciens collègues de droite. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, Madame la ministre, le printemps arrive et avec lui manifestement pas simplement les jolies fleurs mais aussi la démagogie. Gérald Darmanin qui commence par un bon mot. Comme dit la chanson, hier encore vous étiez ministre, mais hier encore je faisais comme vous sans doute,
une permanence avec mes concitoyens. Et là, plutôt que de la faire à Tourcoing, je la faisais avec 2 de vos collègues parlementaires, Adrien Taquet et Laurent Saint-Martin, qui ont bien voulu, avec des moyens modernes, faire une permanence avec des gens qui les avaient interpellés, notamment des retraités. Et je voudrais d'ailleurs vous dire qu'à ce titre, la première personne, mais je fais une permanence quand vous le souhaitez, cher ami, quand vous voulez, chez vous ou par Skype, si cela, effectivement, vous plaît. Et Madame la Ministre, ce qui m'a... Bon, où est-ce qu'il veut en venir? C'est que la première personne retraitée que, chez la permanence, me semble-t-il, du député Laurent Saint-Martin, sur son pouvoir d'achat, c'est une décision que vous aviez prise. Celle du surloyer de 25 à 30% de cette dame qui était dans un logement social quand vous étiez membre du gouvernement. Gérald Darmanin, qui n'apprécie pas visiblement de se faire attaquer sur le pouvoir d'achat des étrangers, pas des étrangers, des retraités, et qui s'en prend au quinquennat précédent en disant mais c'était vous à l'époque qui avez pris le surplus de loyer. Cette dame, si elle était riche, je lui ai répondu qu'évidemment que non, qu'on n'était pas riche quand on était retraité à 3 000 €. Mais que, et la dame d'après en a témoigné, elle qui touchait 750 € de retraite, qu'il valait mieux augmenter, comme nous le ferons à partir du mois d'avril, de 30 € par mois, les petites retraites, celles qui sont des commerçants, des ouvriers, des agriculteurs, des femmes qui n'ont pas cotisé. Et oui, nous osons dire que lorsque l'on gagne plus de 3 000 € de retraite, le gouvernement a préféré faire de la redistribution à ceux qui en gagnent 750. Et ça, c'est pas de la démagogie, c'est de la solidarité. Merci, Monsieur le Ministre. Gérald Darmanin qui n'a pas l'air de satisfaire Sylvia Punel avec sa réponse. Merci Madame la Présidente. Avec Carrefour, je positive, fameux slogan des années 90. Aujourd'hui, le géant de la distribution déclare « j'optimisme » et un bus a sillonné toute la France pour vanter cette formule. C'est sûrement ce même bus qui s'est arrêté à la Bourse le 21 janvier, jour de l'annonce de la suppression de 2400 emplois, dont beaucoup de femmes, et de la fermeture de 274 magasins de proximité. Un vaste plan social qui touche toute la France. Dans ma circonscription à Caen, un magasin doit fermer, un autre est proposé à la location-gérance et les employés administratifs de Mondeville sont inquiets. Le nouveau PDG applique à la lettre l'optimisation, mais uniquement pour les actionnaires. Plus 6% pour l'action Carrefour dans la matinée du 21 janvier. Il optimise également le CICE, mais sûrement pas pour la préservation ou la création d'emplois. Le groupe Carrefour reste d'ailleurs bien discret sur le montant versé par l'État au titre du CICE depuis 2013. Dans les médias... Laurence Dumont qui se fait tancer par sa gauche au moment où elle parle du CICE, évidemment. Cotisation patronale, un cadeau total qui avoisinerait les 2 milliards d'euros. Certes, la stratégie des entreprises appartient aux dirigeants de celles-ci, mais l'État doit veiller à ce que l'argent public soit bien utilisé. Il y a une obligation morale de Carrefour vis-à-vis de ses salariés. Cette obligation morale, le gouvernement peut et doit la faire entendre fermement à Carrefour. Je ne m'oppose pas forcément à toute aide publique aux entreprises. Nombre de TPE et de PME ont parfois besoin de ce ballon d'oxygène. Mais Carrefour... Est-ce qu'on est sur un début d'autocritique de la part des socialistes sur le CICE? Ce serait intéressant ça, parce que Laurence Dumont dans sa question, elle a l'air pas de remettre en cause le CICE, mais en tout cas de critiquer l'entreprise Carrefour qui en a bénéficié, qui supprime des emplois et ferme des magasins, tout en faisant des bénéfices records en bourse. Laurence Dumont, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale sous le précédent quinquennat. Et c'est Christophe Castaner qui va lui répondre. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, nous sommes tous attachés à ce que l'argent public qui est mobilisé et qui a été accordé dans le cadre du CICE, que vous comme moi avions soutenu à l'époque, permette au contraire d'imaginer des délocalisations, d'imaginer des suppressions d'emplois, mais favorise au contraire la capacité des entreprises à maintenir de l'emploi sur place, ici en France. Et c'est tout le sens de la mobilisation et de la nécessité sur laquelle nous nous sommes retrouvés et dont je ne doute pas que, alors que le CICE a été voté par ces blancs, par une majorité, et qu'il est aujourd'hui transformé en baisse de charge dans la loi de finances qui a été adoptée cette année, je ne doute pas que nous soyons tous convaincus de la nécessité de faire baisser le prix du travail pour les entreprises en France, parce que c'est nécessaire pour l'attractivité et le maintien de l'emploi. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des groupes comme celui que vous avez cité qui sont confrontés à une concurrence accrue, une concurrence liée notamment au développement de l'e-commerce. Et nous savons, et la presse a pu faire état,
il y a peu de temps encore, ces jours derniers, de la situation de grands groupes internationaux qui viennent sur la distribution, y compris des produits alimentaires, et qui amènent ces grands groupes à changer leur mode de distribution. Mais nous devons, et quelle que soit notre place dans ces bancs à l'Assemblée, qu'on soit parlementaire ou qu'on soit membre du gouvernement, nous devons veiller à ce que toute évolution de la structure même du groupe que vous avez cité se fasse en ne négligeant jamais l'enjeu en matière d'emploi. Et le gouvernement et le ministre de l'économie et des finances, qui ne peut vous répondre à l'instant présent, sera particulièrement attentif à ce que ce grand groupe mobilise tous les moyens nécessaires pour maintenir l'emploi partout où la grande surface que vous avez évoquée est présente sur le territoire. Nous serons particulièrement exigeants sur ce sujet. Castaner qui ne prononce pas le mot Carrefour, mais qui parle bien évidemment de Carrefour en disant on fera attention à l'emploi. Avait à l'époque suscité un débat nombreux et il n'avait pas été retenu. Je sais que votre voisin, par exemple, qui était à l'époque très attaché, et la majorité de l'époque ne l'avait pas retenu. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Lise Magnier. On n'en saura pas beaucoup plus sur Carrefour, si ce n'est que l'État sera vigilant. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. À la veille de la Journée internationale des femmes et à l'occasion de la clôture du Tour de France de l'égalité femmes-hommes, pendant lequel vous avez pu venir rencontrer les jeunes Marnais à Châlons-en-Champagne dernièrement, la lutte contre les violences conjugales reste malheureusement encore un sujet majeur dans notre société. La question du parcours et de la prise en charge des victimes de violences conjugales nécessite des engagements forts de votre part, de notre part. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas prononcer Carrefour? Non, peut-être qu'il veut juste pas qu'il y ait des extraits vidéo de lui en train de parler de Carrefour qui circulent. Violences conjugales. Selon différentes études, près d'un enfant sur deux entend ou assiste à des violences entre ses parents. Et les enfants de moins de 6 ans sont les plus exposés. Les enfants, témoins de violences conjugales, peuvent développer des troubles psychiques, avec des conséquences indélébiles qui perturberont la construction de leur identité. 40 à 60% des hommes violents envers leurs conjointes ont été eux-mêmes victimes ou témoins de telles violences. Pourtant, aujourd'hui, un enfant qui n'est pas atteint physiquement dans le cadre des violences conjugales sera un simple témoin. Et ce statut de témoin ne tient pas compte de l'impact traumatique pour l'enfant qui a assisté aux violences entre ses parents. La reconnaissance de ces enfants comme victimes pourrait en revanche déclencher un certain nombre de droits, dont celui de bénéficier d'un examen et d'un accompagnement psychologique lorsque les associations, les hôpitaux, la police, la gendarmerie ou la justice sont saisis d'un cas de violence conjugale, ou la défense de leurs propres intérêts et l'action concertée des acteurs de l'enfance. Lise Magnier, qui était assistante parlementaire auparavant avant de devenir députée, elle a rejoint le groupe Les Constructifs, elle siège à la commission des finances et elle est titulaire d'un master de droit public et elle pose une question constructive, si je puis dire, comme dirait le nom de son groupe, puisqu'elle propose que les enfants qui sont témoins de violences conjugales bénéficient d'un statut de victime qui ouvre des droits spécifiques. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État. Donc c'est encore une nouvelle manière d'aborder le sujet de la semaine, celui des violences faites aux femmes, enfin de l'égalité entre les femmes et les hommes plutôt. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Lise Magnier, effectivement, vous avez raison de le rappeler et je crois que ça fait partie du combat culturel que nous devons mener, que de dire que les enfants qui sont témoins de violences conjugales ou de violences intrafamiliales ne sont pas uniquement témoins de ces violences, mais qu'ils en sont des victimes, pour toutes les raisons que vous avez rappelées. Souvent, les enfants qui sont donc témoins, qui sont pris à partie par les parents, ont dû intervenir. Au cours du Tour de France de l'égalité femmes-hommes, nous avons rencontré, avec les députés qui se sont mobilisés, et je les en remercie, nous avons rencontré de nombreuses femmes qui ont eu la vie sauve grâce à l'intervention de leurs enfants, souvent mineurs, parfois très petits, qui ont dû eux-mêmes prendre la responsabilité de faire intervenir des tiers dans les violences conjugales que leur mère vivait. Et cela, évidemment, laisse des traces. C'est pour cette raison que le président de la République avait annoncé le 25 novembre dernier la création de 10 unités de soins psychotrauma. C'est pour cela que la ministre des Solidarités et de la Santé intégrera pleinement cette réflexion dans le cadre de son plan stratégique de protection de l'enfance qui sera développé courant 2019. Nous avons pris 2 décisions importantes suite à ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes. D'abord, créer une plateforme
de géolocalisation des hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences conjugales et pour leurs enfants. Parce que trop souvent, l'information sur ces places disponibles ne circule pas au sein d'un même département. C'est une question d'urgence vitale que de trouver parfois dans l'heure un hébergement pour ces femmes. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est que 2000 places d'hébergement seront réservées courant 2018 avec également un accompagnement pour ces femmes et pour leurs enfants. La troisième action, nous créerons des contrats locaux contre les violences sur le modèle de la bonne pratique que nous avons pu identifier pendant ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes à Angoulême, département par département, avec un secret professionnel partagé pour que l'on puisse mieux dépister avant... Marlène Schiappa qui donc décrit tout ce qu'elle prévoit de mettre en place pour assister les femmes victimes de violences et leurs enfants dans le cadre de violences conjugales. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. L'Assemblée nationale se fait cette semaine porte-étendard des droits des femmes. Demain, nous serons le 8 mars, date internationalement dédiée à ces mêmes droits. Le Président de la République a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes grande cause nationale de ce quinquennat. Cette égalité doit avant tout être professionnelle. Voilà 45 ans que l'égalité professionnelle est proclamée par la loi. Pourtant, la précarité professionnelle touche en grande majorité les femmes. Les contrats courts, l'intérim et le temps partiel subi se concentrent bien davantage sur les femmes que sur les hommes. Par ailleurs, plus de la moitié des femmes sont cantonnées sur une dizaine de métiers. Cette répartition femmes-hommes par secteur d'activité révèle que les préjugés et les stéréotypes ont la vie dure. Elles restent par exemple sous-représentées dans les métiers de l'agriculture ou de l'industrie. Elles sont en proportion écrasante dans les métiers du tertiaire. L'égalité de salaire n'est pas le seul élément constitutif de l'égalité professionnelle. Il faut encore que les femmes puissent suivre sans entrave la voie professionnelle selon leurs aspirations, leurs motivations et les vocations qui leur sont propres. L'égalité professionnelle suppose la liberté d'évoluer, de se former, de profiter des opportunités de mobilité, à l'instar de n'importe quelle personne. Madame la Ministre, face à ces injustices que l'on ne peut plus tolérer, quelles mesures entendez-vous mettre en œuvre pour concrétiser une fois pour toutes l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes? Merci Madame la députée. Claire Pittola qui, à son tour, pose une question sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment l'égalité salariale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Claire Pittola, vous l'avez dit, il y a plusieurs causes qui expliquent cette différence d'égalité, qui ne la justifie pas, mais qui explique cette différence d'égalité de carrière et donc de salaire et de retraite. Je dirais cette différence, cette inégalité d'opportunités de chance entre les femmes et les hommes. Ça commence par le sujet de l'orientation de l'éducation et nous y travaillons avec le ministre de l'Éducation nationale, le secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes et la ministre de l'Enseignement supérieur parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, une grande majorité de jeunes filles, de jeunes femmes s'orientent vers très peu de métiers et ce sont les métiers qui, de façon générale, sont moins rémunérés. D'autre part, il y en a moins qui vont vers l'entrepreneuriat et ça se reproduit même aujourd'hui, même par exemple dans les startups où on voit que 90 à 95% des nouveaux entrepreneurs sont également des hommes. Et donc on a un vrai sujet, je dirais d'abord culturel, d'orientation et d'éducation. Mais ensuite, ça continue dans la carrière professionnelle et dans de grand nombre d'entreprises, il y a le fameux plafond de verre qui n'est pas toujours voulu, il n'est pas forcément décidé par les entreprises, mais on coopte les mêmes. On se met des barrières mentales et de fait, on donne moins d'opportunités aux femmes qui, en général, manquent d'estime d'elles-mêmes plus que les hommes, n'osent pas revendiquer une carrière, une promotion, un salaire. Alors pour se sortir de ce... Muriel Pénicaud, donc il fait une description des mécanismes qui expliquent l'inégalité entre les femmes et les hommes dans leur salaire et leur carrière. C'est très important parce qu'aujourd'hui, par exemple, un tiers des femmes travaillent en temps partiel. 80% des personnes qui travaillent à temps partiel sont des femmes. Et donc, elles ont moins droit aussi à la formation. Sans la formation, vous ne pouvez pas avoir une promotion, vous ne pouvez pas changer de métier, vous ne pouvez pas changer de carrière, retrouver un métier qui vous plaît, puisque vous restez dans un cercle vicieux qui est bas salaire et peu de qualifications. Et c'est pour ça que dans le cadre de la réforme à venir sur la formation professionnelle, de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, nous avons décidé de donner un droit égal aux salariés à mi-temps qu'aux salariés à temps plein. Ça va concerner 80%, enfin toutes les femmes à temps partiel. Et je pense que ça sera un des éléments de progrès et d'émancipation. Attends, j'ai pas compris. Les 80% de femmes à temps partiel vont bénéficier de quoi par rapport au temps plein? J'ai pas compris. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La croissance repart, mais la consommation des ménages, elle, est en baisse.
C'est hélas compréhensible au vu de vos mesures anti-pouvoir d'achat. Selon l'un de nos collègues En Marche, les retraités, je cite, font partie d'une génération dorée qui doit se ressaisir. Cela justifie donc pour votre gouvernement de demander toujours plus fiscalement à nos retraités en augmentant leur CSG de 25%. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que beaucoup de retraités modestes, beaucoup de nos parents, de nos grands-parents, ont vu leur pouvoir d'achat baisser fortement dès le 1er janvier dernier. Concrètement, un couple de retraités de moins de 65 ans ayant chacun une pension... Ah, c'est le droit à la formation. Merci, Mouni. Ok, merci. Simulateur du gouvernement, 456 € de CSG en plus. Or, est-on vraiment à l'abri du besoin quand on a travaillé toute sa vie pour toucher environ 1 200 € de retraite? En faisant cela, vous cherchez à opposer les générations entre elles, les retraités payant pour les actifs. Mais les retraités ne sont pas les seules victimes de vos mesures anti-pouvoir d'achat. Toutes les Françaises et les Français qui roulent au diesel ou à l'essence subissent une hausse du prix à la pompe. Jamais, en effet, le matraquage fiscal sur les carburants n'aura été aussi brutal. Et en cette veille de journée internationale des droits des femmes, j'ai une pensée toute particulière pour les mères célibataires de notre pays, pour ces mères célibataires qui ne vivent pas forcément en ville et qui doivent donc prendre leur voiture pour aller travailler ou emmener leurs enfants à l'école. Ces femmes, ces mères célibataires qui subissent déjà d'inadmissibles inégalités de salaire avec les hommes vont voir leur pouvoir d'achat encore baisser sous l'effet à la fois de la hausse des prix du carburant et de la baisse, voire de la suppression du montant de l'aide à la prestation d'accueil du jeune enfant. Alors, monsieur le Premier ministre... Valérie Beauvais, la députée Les Républicains, qui tire la sonnette d'alarme sur le pouvoir d'achat des retraités. Je vous remercie. Merci. Valérie Beauvais, qui avant était assistante parlementaire de son frère, Jean-Claude Thomas, Et des comptes publics. mais qui se fait aujourd'hui l'avocat donc des retraités. Et c'est Gérald Darmanin à nouveau qui va répondre sur le pouvoir d'achat. Messieurs les députés, madame la députée, permettez-moi de dire évidemment que je ne partage pas votre analyse. D'ailleurs, je ne suis pas le seul parce qu'il me semble d'ailleurs que d'autres de mes collègues, quand je suis sur ces bancs, notamment Arnaud Robinet, que vous connaissez bien, puisque vous faites partie de sa majorité municipale, a lui-même encouragé la politique du Premier ministre et a lui-même d'ailleurs dit qu'il aurait voté le budget s'il était parlementaire à cette place. Maintenant... Gérald Darmanin qui fait dans l'attaque politicienne. Je vais répondre point par point. Je vais me permettre de répondre. Et ça a l'air de faire marrer Édouard Philippe. À votre interrogation. Chers collègues, vous laissez monsieur le ministre... Le premier point, madame la députée, c'est que vous nous reprochez l'augmentation du diesel. C'est un peu vite oublié le fait que la trajectoire diesel était chez tous les candidats à l'élection présidentielle et qu'en plus de la trajectoire qui était prévue par celle du programme que vous défendez, il y avait les 2 points de TVA qui se seraient appliqués. Gérald Darmanin qui renvoie la députée Les Républicains au programme présidentiel de François Fillon qui prévoyait à peu près la même chose. Ce qu'il appelle la trajectoire diesel, c'est le fait que la taxation sur le diesel s'aligne sur la taxation de l'essence. Des 2 personnes qui touchent 1 000 €. Et donc augmente. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs les députés, si je peux me permettre, parce que c'est le cas utilisé par monsieur Wauquiez lors de son émission de télévision. C'est un cas très particulier, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais regardons ce cas les yeux dans les yeux. 2 fois 1 000 €. Ils touchent exactement la même pension. Ils ont moins de 65 ans et dans le cas donné par monsieur Wauquiez, ils avaient moins de 400 € de taxe d'habitation. Je ne sais pas où est ce cas puisque la moyenne de la taxe d'habitation en Puy-en-Velay est à plus de 700 € minimum, mais pour ces couples de personnes. Madame la députée, il n'y a pas d'augmentation... Apparemment, l'opposition Les Républicains n'a pas l'air d'apprécier que Gérald Darmanin se permette de répondre à Laurent Wauquiez et non pas à la députée. La démagogie doit s'arrêter. Et oui, nous augmentons les petites retraites. Et oui... C'est d'autant plus insupportable pour les députés Les Républicains que Gérald Darmanin vient de leur rang. La parole... Merci, monsieur le ministre. Le micro a été coupé. La parole est à monsieur... Et on n'en saura pas plus. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Frédérique Vidal. J'y associe mon collègue Cédric Villani. Madame la Ministre, la société française a besoin d'égalité femmes-hommes. La politique a besoin de femmes. Nous pouvons nous réjouir que notre Assemblée nationale compte sous cette législature un record de 39% de femmes et qu'elle soit ainsi en marche vers la parité.
Mais l'égalité réelle n'est pas encore une réalité. Dans la communauté scientifique, les femmes sont sous-représentées. Près de 80% des professeurs d'université et des présidents d'université sont des hommes. La science a besoin de femmes. La parité s'améliore au lycée, dans les filières scientifiques, mais les écoles d'ingénieurs comptent seulement entre 20 et 30% de femmes. Les mathématiques, la physique ont besoin de femmes. Nous constatons une sous-représentation des femmes dans ces domaines. Les sciences économiques ont besoin de femmes. À une écrasante majorité, les économistes universitaires en Europe sont des femmes. Seulement 20% des postes à responsabilité sont occupés par des femmes. L'intelligence artificielle... À propos de postes à responsabilité dans la recherche, Daniel Labaronne, il est docteur en économie et maître de conférences. Il est par ailleurs consultant pour les entreprises sur ces questions-là. Les jeunes filles au collège et au lycée ne pensent pas au numérique quand elles pensent orientation universitaire. Mais des évolutions sont pourtant possibles. Le rapport prend l'exemple de l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh, spécialisée en informatique et électronique, où le nombre d'étudiantes est passé de 7 à 39% en peu de temps grâce à des mesures fortes. Madame la ministre, pouvez-vous nous en dire davantage sur les mesures à l'étude pour promouvoir la place des femmes dans la... Daniel Labaronne, donc, qui continue sur ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes en demandant à ce que les femmes soient mieux représentées dans la recherche, en demandant à ce que les femmes aient plus de postes à responsabilité dans les universités. De la recherche et c'est donc la ministre Frédérique Vidal qui va lui répondre. Messieurs les députés, monsieur le député Daniel Labaronne, vous avez raison, évidemment nous avons besoin de plus d'égalité, de plus de diversité, et ce dans tous les champs, et bien entendu aussi dans le champ de la recherche et des sciences. 55% des étudiants diplômés sont des étudiantes, et pourtant, comme vous le rappeliez, on ne retrouve dans les rangs des enseignants d'université, maîtres de conférences, que 38% de femmes, et dans les rangs des professeurs d'université, seulement 16% de femmes. Et en ce qui concerne effectivement les disciplines comme les mathématiques ou la physique, nous avons aussi énormément de retard. Savez-vous que lorsqu'on demande à des enfants de représenter par un dessin un mathématicien, il représente majoritairement un homme barbu avec des lunettes dont il rajoute... Avec une lavalière ou pas? Obsessionnel, et non, pas encore, avec une broche araignée. Donc, dès l'école, et nous travaillons avec Jean-Michel Blanquer... Clin d'œil à Cédric Villani qui porte toujours une broche araignée. Les stéréotypes concernant les carrières scientifiques dans l'enseignement supérieur. C'est aussi pendant les études, et évidemment nous associons à cette question les étudiants, et nous serons le 19 mars prochain avec Marlène Schiappa pour lancer une initiative sur l'égalité au cours des études avec l'ensemble des associations étudiantes. Et puis nous y travaillons aussi au niveau professionnel avec les associations comme Femmes et Sciences, comme l'association des dirigeantes de l'enseignement supérieur, de la recherche et d'innovation, ou encore l'association Pink Innov, car nous sommes convaincus que l'exemple est absolument nécessaire, et nous aurons l'occasion d'annoncer demain, à l'issue du comité interministériel, l'ensemble des mesures concrètes que nous prendrons. Donc il y aura des annonces demain. Monsieur Pierre Morel-a-L'Huissier. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux. Régulièrement pointé du doigt, le système carcéral français est à bout de souffle. Les maux qui accablent notre système sont bien connus. Surpopulation carcérale, conditions de détention indignes, taux de récidive élevé. Conscient de l'urgence d'agir, le gouvernement, le président de la République, a annoncé poursuivre la construction de 7000 places de prison supplémentaires et le développement de peines alternatives à la prison. Ceci dit, je ne vois pas apparaître dans les propositions du président de la République un mode d'incarcération alternatif utilisé par beaucoup de pays, à savoir les prisons dites ouvertes. De conception plus conviviale, ces prisons mettent l'accent sur la réinsertion, mais aussi sur le respect de l'individu. On en parlait tout à l'heure. Le mode d'incarcération alternatif semble avoir fait ses preuves. Taux de récidive plus faible, taux d'emploi meilleur à la sortie, coût journalier d'incarcération inférieur, taux d'évasion et de suicide largement contenu. En Norvège, par exemple, ce sont désormais 70% des établissements pénitentiaires qui ont recours au modèle ouvert. En France, seule une prison fonctionne sur ce modèle depuis plus de 70 ans, la prison de Casablanca.
En Corse. C'est vous qui nous l'aviez dit tout à l'heure dans le chat. Sont l'occasion d'une réforme ambitieuse. Sous l'impulsion de la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, plusieurs de mes collègues et moi-même travaillons sur ce sujet et sommes allés sur place au Danemark visiter ce type d'établissement. Cette semaine, un rapport publié par le think tank Génération Libre et le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris a proposé la création de 5000 places en centre de détention ouvert d'ici la fin du quinquennat. Madame la ministre, je souhaiterais connaître l'avis du gouvernement sur ce sujet. Pierre Morel-L'Huissier qui se fait l'avocat c'est le cas de le dire parce que c'est sa profession, l'avocat de l'incarcération en milieu ouvert, ces fameuses prisons un peu innovantes. Je précise que Pierre Morel-L'Huissier est député depuis 2002, c'est un visage qui n'est pas inconnu des travées de l'Assemblée nationale. Je vous remercie pour votre question. Loin de là. Qui retient évidemment tout l'intérêt du gouvernement. Le président de la République a présenté hier une nouvelle politique de la peine axée sur une conception renouvelée du sens de la peine. Il va de soi que cette conception renouvelée repose et sur l'effectivité de la peine et sur la dignité des conditions de détention. Il va de soi que nos peines, nos sanctions n'auront d'efficacité que si elles empêchent réellement la récidive. Et pour cela, il faut bien admettre que nous avons besoin de conditions de détention qui soient adaptées aux sanctions qui ont été prononcées. En tout cas, Pierre Morel-L'Huissier du groupe UDI Agir les Constructifs, qui est plus que constructif parce qu'il va clairement dans le sens du discours d'Emmanuel Macron hier, quoi. Nous avons besoin de centres de détention pour des peines longues. Oui, nous avons aussi besoin de quartiers de préparation à la sortie pour des détenus qui sont en fin de peine et qui ont besoin de se réinsérer. Et pour cela, les conditions de détention peut-être méritent d'être différenciées de celles précédemment énoncées. Et oui, nous avons besoin de prisons à sécurité adaptées sur le modèle des prisons ouvertes que vous avez évoquées, qui effectivement permettent de prendre en charge des condamnés dans des conditions différentes. Dans ce type d'établissement que nous souhaiterions pouvoir développer dans le cadre de ce quinquennat, sans doute autour d'une quinzaine d'établissements, des établissements qui devraient pouvoir accueillir environ une centaine de détenus, peut-être davantage, les choses demeurent à préciser en fonction même du travail de votre commission des lois. Dans ce type d'établissement, le suivi des détenus sera singulier, leur relation avec leur environnement familial sera favorisée pour une meilleure réinsertion et surtout nous pourrons y développer. Nicole Belloubet, donc, qui continue dans la voie de Emmanuel Macron sur les alternatives à la prison. La parole est à Madame Alban Gaillot. Dans le cadre du projet de loi qu'elle présentera en avril. J'ai toujours eu le fantasme de violer une handicapée. Alors que Julie va travailler, on lui souffle ces mots à l'oreille. Julie est malvoyante. Aujourd'hui en France, des femmes handicapées sont humiliées, insultées, frappées, violées. Les chiffres font froid dans le dos. 4 femmes handicapées sur 5 victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Et lorsque leur handicap est psychique, elles sont près de 90% à avoir subi les violences sexuelles. Ces chiffres ne sont pas dignes d'un pays des droits humains. C'est pourquoi nous devons prendre conscience de cette surreprésentation des violences envers les femmes handicapées dans notre pays. Comment une femme aveugle peut-elle éviter un coup ou décrire son agresseur? Comment une femme en fauteuil roulant peut-elle s'enfuir? Comment une femme atteinte de troubles psychiques peut-elle exprimer sa douleur ou se faire comprendre? On le voit bien, en plus d'être victime parce que femmes, leur handicap réduit considérablement la possibilité à ces femmes de se défendre et d'agir. Notre société doit protéger et accompagner les citoyennes et citoyens les plus vulnérables. Je veux saluer à ce propos le travail des associations, comme Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui a ouvert un numéro d'urgence, le 01 40 47 06 06. Première permanence d'accueil, d'accompagnement juridique, social, psychologique des femmes handicapées et victimes de violences. À cet accompagnement, il faut proposer des solutions adaptées. Nous devons construire plus de centres d'hébergement accessibles, plus de résidences sociales pour les femmes handicapées et mieux former les agents de police à recevoir les plaintes de ces femmes. Nous avons tellement à faire pour mettre fin à ce tabou, à cette omerta autour des... Chef de projet digital, Alban Gaillot, elle l'a été effectivement dans le cadre d'un groupe de protection sociale pour les professionnels de la culture, de la communication et des médias, qui s'appelle Audience. Les femmes handicapées Alban Gaillot, en tout cas, qui conclut cette séance de questions d'actualité au gouvernement avec une question lourde et importante, celle des violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les femmes handicapées.
Cluzel, secrétaire d'État chargé des personnes... particulièrement vulnérables. C'est pas du tout la conclusion, il y aura encore une question après. Ah bon? Madame la députée Alban 16 questions Gaillot, aujourd'hui. vous abordez une question ouais. très importante et je sais que vous la connaissez très bien. Ah bah oui, il y avait Sylvia Pinel. Dans l'ensemble des violences dont les femmes sont victimes, celles qui frappent les femmes handicapées sont les plus tues, donc les plus ignorées. Vous avez tout à fait raison, le handicap est un facteur aggravant d'exposition aux violences faites aux femmes. Oui, 70% des femmes handicapées sont victimes de violences. Pour ces femmes, c'est la double peine. D'abord, leur handicap décuple les probabilités qu'elles soient victimes de violences et leur handicap réduise leurs possibilités de défense. Alors, difficilement surmontables pour les femmes valides, les obstacles propres au parcours des victimes de violences peuvent être infranchissables pour les femmes handicapées. Les impacts psychotraumatiques induits par ces violences aggravent leur situation, leur isolement, leur grande souffrance. En outre, les femmes ont un risque plus grand que leurs paroles soient incomprises et disqualifiées par leur handicap, que leurs récits paraissent incohérents, décousus, inutilisables comme éléments de preuve. Alors je suis bien décidée à agir en mobilisant deux leviers. Celui de la connaissance du phénomène d'abord, car nous avons très peu de connaissances aujourd'hui. Je veux mettre en place une base de données sécurisée, partager des associations locales qui font un travail remarquable, accompagnant ces femmes victimes de violences, intégrant un item handicap pour permettre au 3919 de bien mieux orienter les femmes. Mon deuxième biais... Le 3919, c'est le numéro sur les violences conjugales, je crois. Cette question est centrale pour la Commission pour la promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance que j'ai installée conjointement avec Agnès Buzyn le 19 février. Oui, c'est ça. Mieux prévenir les violences, mieux sanctionner leurs auteurs et surtout mieux accompagner les femmes en parfaite cohérence avec l'action de l'ensemble du gouvernement. Et je tiens à saluer nos amis québécois qui se sont emparés de cette question depuis bien longtemps déjà. Merci. Merci Madame la Ministre. Voilà, Sophie Cluzel, la ministre chargée du handicap, qui a pu préciser ce qu'elle entendait mettre en place pour lutter contre les violences dont sont victimes les femmes handicapées. Josie Puglietto. Du secteur du logement social revient d'actualité au moment où nous prenons connaissance des détails du projet de loi Élan. Depuis quelques mois, un certain nombre de territoires anticipent les regroupements de bailleurs sociaux dont nous parlons depuis le débat sur la réforme des APL et qui était déjà préconisé dans un rapport parlementaire de 2013. C'est par exemple le cas dans ma circonscription à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans ce département, les élus béarnais qui mettent en place à l'Est le pays de Béarn sous l'impulsion de François Bayrou ont identifié des enjeux bien distincts du Pays basque, zone particulièrement tendue à l'ouest. Il procède au rapprochement des deux principaux acteurs du Béarn pour intervenir au plus près des besoins. Pourquoi elle a parlé de François Bayrou? Pour une simple et bonne raison, c'est que Josie Puglietto, elle est première adjointe de la ville de Pau, première adjointe de François Bayrou. Tout en refusant une fusion pour conserver leur ancrage et assurer une égalité de services sur l'ensemble de leur zone de compétences. Pour moi, l'enjeu porte sur les seuils à partir desquels peuvent ou non s'envisager des regroupements. Or, ceux-ci seront imposés aux organismes et aux sociétés d'économie mixte qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux. D'après une étude de l'Agence nationale de contrôle du logement social de 2016, le coût de gestion par logement géré selon la taille du parc est plus élevé au-delà de 12 000 Donc c'est une question un peu technique mais importante. Vous vous souvenez de la suppression des APL, de la baisse des APL plutôt de 5 € qui avait fait beaucoup réagir sur les conditions de vie des étudiants et des précaires, mais qui posait aussi des questions sur le financement des organismes HLM, puisque les organismes HLM percevaient les APL directement. Et donc du coup le gouvernement avait renvoyé à plus tard en disant on verra ça dans le cadre d'une loi logement qu'on présentera bientôt. Or là la loi elle est en train d'arriver et elle n'a pas l'air de satisfaire Josie Puglietto, la députée des Pyrénées-Atlantiques, qui donc demande des précisions au gouvernement sur le financement des offices HLM. Elle n'est plus adjointe. Elle n'est plus adjointe? Non. Je pense qu'elle a quitté son mandat d'adjoint quand elle est devenue députée. Je voulais vous dire que les organismes ah bah oui, en plus elle n'a pas le droit. De bailleurs sociaux chers... Elle était première adjointe de Bayrou, oui c'est vrai. Seront préservés, n'ayez aucune inquiétude. Votre question est tout à fait légitime, mais dans le projet de loi Élan qui a été préparé, nous avons répondu de manière très claire à cette question, avec une volonté qui a été d'ailleurs arbitrée, et je l'en remercie, par le Premier ministre, pour préserver la proximité au niveau des organismes HLM. C'est-à-dire que nous avons voulu, de manière très claire,
qu'il n'y ait pas de seuil minimal de taille pour l'existence d'un organisme. Chaque organisme existant pourra, s'il le souhaite, continuer à fonctionner avec son implantation locale, sa gouvernance, sa gestion de proximité. C'est un point qui m'apparaît essentiel et c'est une position que j'ai soutenue depuis le début. Et d'un autre côté, il était essentiel que dans chaque département puisse au moins exister un organisme de bailleur, un bailleur social, pour justement garder ce lien de proximité et avoir de l'ingénierie territoriale à disposition. Et d'un autre côté, nous avons voulu, mais en accord avec les fédérations HLM, réaliser des groupes, mais des groupes qui auront un certain nombre d'objectifs dans l'intérêt général, parce que vous avez raison, ce n'est pas le regroupement de taille énorme qui permet forcément de faire des économies. Le seuil minimum pour les groupes de 15 000 logements est un seuil raisonnable et qui a été d'ailleurs souhaité par les fédérations HLM, avec comme objectif la coordination sur la vision stratégique, la définition des politiques techniques, la mutualisation des achats de biens et services, la circulation des fonds propres. Et nous avons là, bien sûr, un modèle qui a d'ailleurs été aujourd'hui très clairement voulu par les organismes HLM, et je pense que nous avons choisi la bonne formule. La séance des questions au gouvernement est terminée, la séance est suspendue. Voilà, suspension de séance à l'issue de cette séance de questions d'actualité au gouvernement qui aura été principalement tournée autour des questions d'égalité entre les femmes et les hommes, puisque c'est la grande cause du quinquennat, primo, mais surtout parce que demain c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc c'était une journée où on a beaucoup entendu Marlène Schiappa qui a pu préciser sa pensée et quelques mesures qu'elle pourra qu'elle tentera de faire adopter dans le cadre du projet de loi qu'elle nous présentera le 21 mars prochain. Si je refais un petit peu la liste des questions qui ont été posées, il y a quand même eu des questions sur les femmes seniors, les difficultés particulières que rencontrent les femmes seniors, la question de la grande cause du quinquennat, donc égalité femmes-hommes. On a parlé de la verbalisation des outrages sexistes, la fameuse loi, enfin le nouveau délit de flagrant délit de harcèlement de rue, comme on dit. On a parlé de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On a parlé de la situation des enfants dans la lutte contre les violences conjugales, notamment la question de savoir comment aider les femmes victimes de violences conjugales. On a parlé du renforcement du droit à la formation professionnelle des femmes. On a parlé de la place des femmes dans la communauté scientifique. Et enfin, on a parlé des violences faites aux femmes en situation de handicap. Donc vous voyez qu'en fait, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une question qui recoupe beaucoup d'autres questions. Le handicap, l'économie, le droit du travail, la recherche, la question des personnes âgées, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une politique interministérielle qui concerne absolument tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a eu plein de questions aujourd'hui sur ce sujet-là et plein de réponses différentes de la part de plein de ministres différents. C'est une séance de questions au gouvernement qui a été en fait un peu plus houleuse que prévu. Elle avait commencé sur un dérapage assez rigolo. C'est Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, qui avait complètement oublié que la séance était présidée par une femme et qui a donc dit mécaniquement merci monsieur le président au moment où la présidente Annie Genevard lui a donné la parole. Donc c'était assez rigolo. Elle a éclaté de rire, tout le monde a rigolé, ça partait bien. On était sur une séance plutôt détendue du slip et puis finalement tout est parti en live au moment où Muriel Pénicaud a fait une réflexion un peu déplacée à l'attention des ministres de l'opposition de droite. Les députés. Pardon ? Les députés de l'opposition. J'ai dit quoi, les ministres ? Ouais, non, les députés de l'opposition. Elle leur a dit un truc du genre, franchement, si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine de venir, un truc comme ça. Ou alors, si ça vous intéresse pas, dites-le. Le problème, c'est que les députés de droite à qui c'était adressé n'ont pas du tout apprécié cette petite remarque de la ministre. Lui ont demandé d'avoir un peu plus de respect envers les parlementaires, puisqu'effectivement, c'est bien les parlementaires, les patrons, et non pas les ministres. Et donc ça a quand même pas mal gueulé sur les bancs de l'opposition pendant plusieurs minutes, ce qui a complètement déstabilisé la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et à partir de là, la séance de questions au gouvernement a été assez tendue. Il y avait quand même pas mal de brouhaha sur les bancs de l'opposition de droite, même si ça a fini par se calmer et le calme est revenu dans l'hémicycle à force. N'empêche que ça n'a pas renvoyé une très belle image aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, pour une séance présidée par une femme à l'occasion de la semaine des droits des femmes. Ça aurait été mieux qu'il y ait un chouïa plus de, comment dire,
de sérénité dans l'hémicycle, ça aurait fait du bien à tout le monde. Mais voilà, les députés de droite qui parlent de respect de l'Assemblée nationale, je trouve toujours ça marrant. Non, ils n'ont pas parlé de respect de l'Assemblée nationale, ils ont parlé de respect des parlementaires. Et c'est vrai que les ministres, de par l'organisation des institutions, les ministres ne sont pas les supérieurs hiérarchiques des parlementaires. C'est exactement l'inverse, ce sont bien les parlementaires les patrons, comme je le disais, puisque le fait majoritaire est tel que sous la 5ème République, c'est bien la majorité à l'Assemblée nationale qui détermine la couleur du gouvernement, et pas autre chose. Donc en général, quand les ministres se présentent devant les députés, il est attendu qu'ils fassent preuve d'un minimum de déférence. Et donc de respect envers les élus de la nation, parce que je rappelle que les ministres ne sont pas élus, ils sont nommés, à la différence des députés qui, eux, sont élus. Donc voilà. Voilà un petit peu cette séance de questions au gouvernement. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Merci pour ce live de qualité. La séance de QAG était intéressante aujourd'hui avec la mise en avant des sujets liés aux femmes. Dommage qu'Acropolis ait perdu ses streameuses. Vous en pensez quoi de Whip d'ailleurs? On n'en pense rien de particulier. Oui, dommage qu'Acropolis ait perdu ses streameuses, bien évidemment. Mais merci pour ton compliment sur notre travail de qualité. Que tu peux leur retourner à eux d'ailleurs, parce qu'ils font aussi un travail de qualité, il n'y a pas de raison. Dans la hiérarchie, c'est nous les patrons en France normalement. Exactement, les députés sont élus par les citoyens. Donc c'est citoyens les patrons des députés qui sont eux-mêmes les patrons des ministres. Vous voyez la logique du truc? Frédérique Vidal, c'est la femme du mec joué par François Morel dans Baron Noir. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout, Frédérique Vidal, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les députés LR sont toujours schizophrènes. Au pouvoir, ils réduisent la dépense publique au maximum. Dans l'opposition, ils réclament son augmentation partout. Le fameux jeu de dupes. Oui, non mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est l'accusation de schizophrénie des députés de l'opposition qui, quand ils étaient au pouvoir, avaient un discours un peu différent. Et c'est d'autant plus rigolo quand ceux qui sont au pouvoir sont d'anciens ministres, sont d'anciens députés de l'opposition. C'est exactement ce jeu d'argumentaire qui est toujours assez rigolo à voir quand c'est par exemple Gérald Darmanin qui répond à des questions posées par des députés les Républicains, ou quand c'est François Dussault qui répond à des questions posées par des députés socialistes. Il y a toujours ce petit sel de se dire c'est rigolo parce que le mec qui aujourd'hui est au gouvernement, en fait avant il était avec eux et là il est en train de leur répondre qu'ils ont pas raison. Donc c'est assez rigolo. Sauf qu'à force de mettre des patrons et des hauts cadres d'entreprise à de tels postes, ça amène forcément cette insolence constante entre eux. De quoi? À force de mettre des patrons et des hauts cadres d'entreprise à de tels postes, ça amène forcément cette insolence constante. À quel poste tu parles? Dans Baron Noir, le Mélenchon s'appelle Michel Vidal. Ah d'accord, ok, oulala, c'était la référence, d'accord, ok. Il y avait quoi comme mesure annoncée sur les droits des femmes au final, à part le harcèlement de rue? En fait, il n'y avait pas grand-chose de nouveau, c'est-à-dire que Marlène Schiappa fait un tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a un certain nombre de choses qui vont être mises en place par le gouvernement, mais la plupart des choses sont travaillées petit à petit. Enfin, vous l'avez entendu, il n'y a pas d'annonce concrète, à part la création d'un nouveau délit d'outrage sexiste pour le harcèlement de rue. Il n'y a rien de particulier... Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulièrement spectaculaire, c'est des mesures à l'intérieur de chacun des ministères. Vous avez entendu chacun des ministres cet après-midi, pratiquement chacun des ministres expliquer ce qu'il allait faire dans le cadre de son ministère pour les femmes. Donc voilà. Je veux dire, la ministre qui s'occupe des EHPAD, Agnès Buzyn, elle a dit que dans les EHPAD, effectivement, c'est d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les EHPAD, donc les conditions de travail dans les EHPAD, c'est aussi améliorer les conditions de travail dans les EHPAD, c'est aussi améliorer les conditions de vie et de rémunération des femmes. Muriel Pénicaud sur le droit du travail, elle a dit que dans sa réforme du travail, de l'apprentissage, etc., il allait y avoir des mesures qui concernent directement les temps partiels. Or, comme par hasard, les temps partiels, c'est surtout des femmes, donc forcément, c'est aussi une politique qui va dans le sens des droits des femmes. Enfin, vous voyez, dans chacun des ministères, chacun des ministres peut faire quelque chose pour les droits des femmes. Et donc voilà. Forcer la parité femmes-hommes, c'est dévaloriser les jeunes hommes au profit des femmes. Mais pas forcément. C'est pas défavoriser les jeunes hommes, c'est favoriser les jeunes femmes. C'est la même chose.
Pourquoi il n'y a pas de chômeurs, stagiaires, intermittents et autres dans les rangs des députés? Il faut avoir un poste ou statut particulier pour être éligible. Pas du tout, il n'y a pas de conditions spécifiques pour être éligible député. N'importe qui peut être élu député pour peu qu'il n'ait pas été déchu de ses droits civiques et pour peu qu'il de ses droits civiques et du droit de se présenter aux élections, de son droit d'éligibilité, et pour peu qu'il soit majeur. Par contre, il y a des députés qui ont été par le passé des stagiaires. Il y a des députés qui ont été chômeurs à un moment dans leur vie. À peu près tous les députés, je pense, ont été stagiaires au moins une fois dans leur vie. On a tous fait un stage. Les intermittents, pareil, il y a des députés... Enfin, tu vois, tout à l'heure, on a vu un député qui était photographe et documentariste. Le mec travaille dans l'audiovisuel, il fait des productions documentaires. À mon avis, il a dû être intermittent à un moment ou à un autre. Ou s'il l'a pas été lui-même, il a dû travailler avec des intermittents au quotidien. Mais sinon, dans les rangs des députés, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a des enseignants, il y a des professeurs, il y a des avocats, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs, il y a des travailleurs sociaux, il y a des chefs d'entreprise, il y a des salariés, il y a beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'on parle toujours de la représentativité, c'est vrai qu'il y a moins de chômeurs à l'Assemblée nationale que dans le reste de la population. Évidemment, je suis pas du tout en train de vous défendre l'idée que l'Assemblée nationale est parfaitement représentative et que tout va bien. Mais voilà quoi. Sur la réforme constitutionnelle, comment Macron veut ajouter la proportionnelle, en quoi ça consiste? Écoute, on en saura plus quand Emmanuel Macron proposera clairement son projet de loi. Hein. On attend d'en savoir plus sur cette réforme constitutionnelle. Il a dit qu'il voulait inscrire une dose de proportionnelle, donc a priori, il devrait y avoir un nombre de sièges à l'Assemblée nationale qui ne sera pas réparti au scrutin majoritaire dans les circonscriptions, mais qui sera réparti au prorata du score de chacune des listes nationales. C'est ça la proportionnelle. Donc voilà, dans quelle mesure, quelle va être cette dose de proportionnelle, etc. À l'heure actuelle, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, on verra bien au moment où il le proposera. Mais en gros, ça va être ça. On continuera à aller voter dans nos bureaux de vote, hein, on continuera à mettre des bulletins dans les urnes avec des noms de députés dedans, mais il y aura à la fois des députés élus dans leur circonscription, a priori, mais il y aura aussi des députés élus sur des listes nationales. Voilà. Un peu comme ce qu'on va avoir sur les européennes où on aura des listes nationales pour les élections. Exactement. Exactement. Sauf que les européennes, il n'y a pas en plus des listes. Il n'y a pas en plus des listes de circonscription. Des listes de circonscription. Mais c'est un peu l'idée, ouais. Donc c'est pas du tout représentatif actuellement. J'ai pas du tout dit que c'était pas du tout représentatif actuellement. Je dis juste que la notion de représentativité est une notion polysémique. Oui, c'est pas faux. Et ambivalente, voilà. Il y a des banquiers et des avocats, oui, il y a aussi des salariés. Et puis banquier, ça veut dire quoi, banquier? Tu vois, Sylvain, par exemple, qui est en régie, il a été banquier par le passé. Mais ouais. Conseiller clientèle à la banque postale, ça veut dire banquier. Pourtant, croyez-moi, on roule pas sur l'or. Hein. Ça dépend du bureau de poste, après, c'est toujours pareil. C'est vrai, il y en a qui roulent sur l'or à la poste? Bah, les bureaux de poste qui sont dans les quartiers chics des grandes villes ont beaucoup plus de... Et les gens dans les quartiers chics, ils ouvrent leur compte en banque à la poste? Surtout d'un certain âge, oui. Ah bah oui. Ah ouais, les vieilles dames qui ont des bijoux de famille à planquer dans les coffres, elles font confiance à la poste. Et puis il y a ceux qui se retrouvent dans des petits villages des territoires ruraux de France où il y a beaucoup moins de personnes fortunées. J'en connais. Eh ben dis donc. Polysémique, ça veut dire quoi? Polysémique, ça veut dire qu'il y a plusieurs sens. C'est un mot qui a plusieurs sens. C'est comme ambivalent, qui a plusieurs valeurs. À Levallois aussi. Oui, je pense que les clients de la Poste de Levallois sont, pour une partie, des gens qui ont pas mal d'argent. Non mais t'as raison, ouais, t'as raison. Maintenant que tu le dis, oui, c'est cohérent. Notamment pour les personnes âgées, ouais, qui font confiance à la Poste. J'ai eu un client une fois qui venait de vendre des vignes et qui est venu placer son argent à la Poste. Je peux vous assurer que les vignes... ça rapporte. Ça a une certaine valeur. Surtout en Bourgogne. Ah bah oui, en Bourgogne, évidemment. Disons qu'il est plus facile de devenir député quand tu as de l'argent, frais de campagne, de visibilité, possibilité d'avoir plus de contacts politiques professionnels. Oui, mais ça ne change rien au fait que c'est bien le scrutin majoritaire à la fin qui t'élit. C'est pas celui qui a le plus d'argent qui gagne. Hein. Et d'autant que je rappelle que les campagnes législatives sont limitées dans leurs dépenses.
Donc vous pouvez pas dépenser plus qu'un certain montant. On n'est pas aux États-Unis ici. Non, mais il faut quand même pouvoir les avancer dépenses sont l'argent. plafonnées. Mais avancer l'argent, les candidats ils font des emprunts. Hein. Faut pas croire que les candidats ils ont. C'est quoi déjà le plafond pour une campagne législative? Il faut être solvable quand même. C'est pas 20 000 €? Non, je dirais que c'est moins. Ça dépend de la circonscription. Il y a des. Tu crois? Il y a des selon la population sur la circonscription, je crois. Mais en tout cas, il y a un plafond qui est fixé dans la loi. Et ensuite, les députés, enfin les candidats aux législatives, c'est comme les candidats aux municipales, ils font des emprunts. Ils vont à la banque, ils demandent à se faire avancer l'argent en disant que s'ils réussissent à faire plus de X%, le code électoral prévoit le remboursement. C'est 5%. Mais s'ils font pas 5% et qu'ils sont endettés et qu'ils n'ont pas déjà beaucoup de revenus à la base. Ah bah ils sont dans la merde, oui, ça c'est sûr. Non, non, ne vous lancez pas dans une campagne électorale si vous ne croyez pas sincèrement que vous allez pouvoir faire plus de 5%. Sauf si vous avez l'argent qui le permet. Sauf si vous avez l'argent. Après, alors du coup, comment font les petits candidats qui sont sûrs de pas faire 5% et ben ils font quand même campagne, sauf qu'ils dépensent pas beaucoup d'argent. Ça c'est sûr. Ils font des appels à dons. Et ils font des appels aux dons, etc. Et les appels aux dons sont jamais remboursés. On va avoir une proportionnelle par PCS, par âge, par sexe. Non, parce que je trouve que les PCS sont pas très bien représentés. Ça, j'en sais rien. Je sais pas du tout si Emmanuel Macron prévoit de mettre en place un mécanisme de représentativité à l'intérieur de sa... PCS, c'est quoi? C'est les catégories socioprofessionnelles. Ah, CSP. CSP, ouais. Je comprenais pas PCS, mais c'est dans le mauvais sens. C'est pour ça. Enfin, on a bien vu que les députés actuellement et l'REM ont été majoritairement élus grâce à l'étiquette En Marche. Bah évidemment, bien sûr. De la même manière que les élus socialistes en 2012 avaient été principalement élus grâce à l'étiquette socialiste. Hein. De la même manière que les élus sarkozystes en 2007 avaient été principalement élus grâce à l'étiquette sarkozyste. C'est le principe de l'inversion du calendrier législatif. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Hein. Alors c'est 38 000 €. Merci beaucoup Tché d'être allé chercher sur internet. Le plafond c'est 38 000 € par circonscription plus 0,15 centimes par habitant. Pour les 2 tours? Ouais, à mon avis ça doit être pour les 2 tours. Ça me paraît beaucoup, 38 000 €. Mais... C'est le plafond de dépenses ou le plafond de remboursement? Il me semble qu'il y a une différence aussi entre les deux. Au lieu d'avoir une assemblée nationale représentative par sexe, âge, profession, je propose une représentation par idée politique et pour décider, on devrait choisir parmi plusieurs propositions. Félicitations Gultix, tu viens d'inventer le scrutin proportionnel extraordinaire qui a lieu en Allemagne et en Italie et qui a ses avantages comme ses inconvénients et que la France a connu sous la 4ème République. Ce qui a posé beaucoup de questions. 15 centimes et non pas 0,15. Oui, non, d'accord, j'avais compris. C'est un problème un peu, la dictature des partis tue la démocratie. Bah, c'est difficile de dire ça quand et le président de la République et la majorité de l'Assemblée nationale sont élus sous l'étiquette d'un parti qui n'existait pas il y a 1 an. Si les partis étaient vraiment dictatoriaux, on aurait un président soit En Marche, soit socialiste. Soit socialiste, soit les Républicains. Est-ce que ça tue la démocratie ou est-ce que c'est une forme de démocratie? Mais clairement, les partis politiques sont des parties prenantes intégrales du fonctionnement d'une démocratie parlementaire. Ça c'est vrai. Et on peut en discuter de la démocratie parlementaire, elle a ses limites, bien sûr. Je suis pas du tout en train de vous défendre le système. Donc voilà. Et si vous n'avez pas de questions particulières sur cette séance de questions d'actualité au gouvernement, je vous propose qu'on s'arrête là. La proportionnelle, c'est encore plus la dictature des partis. En fait, quand tu y réfléchis, les deux systèmes sont mauvais, puisqu'aucun ne prend en compte le tirage au sort. Oui, alors le tirage au sort aussi, il a ses limites, notamment sur l'effectivité de la légitimité de la représentation. Parce que quand t'es élu grâce au hasard, t'es un peu moins légitime qu'un mec qui a été élu par choix. Mais c'est un débat, hein. C'est un débat. Je suis pas du tout en train de vous dire que tout tirage au sort est mauvais, et que toute élection est bonne. Bien au contraire. On ne doit pas voter pour un homme, pas pour un parti, on doit voter pour qui on veut en fait. En fait, on fait ce qu'on veut. C'est ça. Et il y a des gens qui se présentent aux élections sans étiquette, et il y a des gens qui se font élire sans étiquette. Mais les partis politiques permettent comment dire, de donner des cohérences programmatiques à différents candidats qui se présentent dans différentes circonscriptions. Figurez-vous qu'il fut même un temps, à l'époque de la 3ème République, où un même candidat pouvait se présenter dans plusieurs circonscriptions. Je sais même plus s'il y avait une limite ou pas. Mais voilà, on pouvait voter pour un candidat à plusieurs endroits de la France. C'est bizarre, mais c'était comme ça. Le hasard est plus légitime car elle donne sa chance à tout le monde.
On en rediscutera quand une chambre tirée au sort prendra une décision avec laquelle tu es en désaccord. Là, tu verras que d'un seul coup, la question de la légitimité te posera des problèmes. Mais c'est une vraie question, hein, la question du tirage au sort. Est-ce que tout citoyen est légitime à légiférer sur... Mais est-ce qu'un citoyen qui doit sa place à un jet de dés est plus légitime que quelqu'un d'autre? Tu vois, je suis pas sûr que si on avait tiré la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à pile ou face, et que c'était tombé sur pile, genre ah bah c'est con, il y aura l'aéroport, je suis pas sûr que les zadistes auraient été très contents. Mais vous voyez comme quoi. Mais c'est un débat vachement intéressant, hein, ces questions-là. Bref, on va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. Merci aux personnes qui se sont abonnées. Merci pour vos dons. On continue à discuter sur le Discord d'Acropolis si vous voulez continuer ces débats qui sont ô combien passionnants. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Acropolis, mardi à 14h30 effectivement, pour la séance de questions d'actualité au gouvernement. D'ici là, demain, Sylvain et moi allons à Lille pour représenter Acropolis à un événement sur les Civic Tech et ça va être cool. Merci à toutes et à tous. Merci à ceux qui ont préparé cette émission. Et évidemment, un grand merci à celles et à ceux qui ont préparé cette émission, et tout particulièrement à Amy, Benoît, Raphaël, Samuel et Andrea. Merci à vous. Gros bisous, fin d'émission, générique, ciao, bye bye, à plus.